Bonjour Émeric. Voilà. Pour que ça ne commence pas avec une discussion qui est sortie de nulle part. On avait prévu ce podcast il y a quelques mois. Malheureusement, C'est vrai. je me suis fait terrasser. J'ai passé une fin d'année 2024. C'était compliqué. Mais heureusement, on peut se retrouver aujourd'hui. Eh ben, je suis ravi. C'est top. Ça va être génial. On va s'éclater. Ouais, exactement. Une belle petite discussion tournée évidemment autour de la prépa mentale, de la visualisation et de tout ce que tu peux transmettre et partager tous les jours. Et du coup, je commencerai avec une première question qui est probablement évidente, mais ça nous permettra de continuer et d'embrayer sur d'autres choses. Ce qui se manifeste dans notre esprit, à quel point ça a une réalité? Tu vois, le mot réalité, il est peut-être un petit peu compliqué, ou en tout cas, peut-être qu'on n'en connaît pas vraiment la définition. Mais ce qui se manifeste dans notre esprit, est-ce que ça a une réalité? Ouais, j'aime bien que tu le formules comme ça en plus, parce que justement, il y a à la fois du vrai et du moins vrai en réalité. Si on est super posé, super objectif, moi j'adore casser cette idée un peu préconçue qu'on entend un peu de partout, qui est véhiculée parce qu'elle donne du sens en termes de vulgarisation, que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on imagine et ce qu'on vit, par exemple, ou ce qu'on simule, alors qu'en réalité, il l'a fait complètement. C'est vrai qu'on entend souvent ça. Ouais, on entend beaucoup, mais en fait, c'est pas totalement vrai, c'est pas totalement faux. C'est une vulgarisation un petit peu extrême. Si je te demande d'imaginer quelque chose ou de penser à quelque chose, ton cerveau, il sait à la fraction de seconde où je te le demande que tu vas pas le faire, ou que ça va pas se passer. En revanche, on va le stimuler de manière fortement comparable. C'est pour ça qu'on va dire qu'il travaille, on va engager les mêmes réseaux neuronaux, la même plasticité cérébrale. Et du coup, il va faire presque comme si ça allait se passer, ou presque comme si tu allais faire le mouvement. Et dans le cas du mouvement, c'est même beaucoup plus élevé que ça. C'est-à-dire qu'on va construire une partie de la commande du mouvement, on va même en envoyer une petite partie infime en direction des muscles, on va avoir toutes les régulations posturales ou neurovégétatives, donc on va redistribuer le volume sanguin en direction des muscles comme si on allait agir. Donc il y a beaucoup de choses qui vont nous rapprocher de ça va vraiment se passer, alors qu'en réalité ça va pas se passer. Donc d'un point de vue purement je dirais objectif, conceptuel, le cerveau il fait la différence. Et dans ce cas-là, si on se positionne comme ça en grand théoricien, j'aurais tendance à répondre non. Ce qui se manifeste dans notre esprit, c'est décalé de la réalité, ça s'en rapproche, et l'idée c'est que ça s'en rapproche le plus possible, un peu comme un dispositif de réalité virtuelle fabuleux, mais c'est pas tout à fait la réalité. Maintenant, il y a quand même des conséquences sur la réalité, et on arrive à façonner son cerveau de manière équivalente qu'on s'entraîne physiquement ou qu'on s'entraîne mentalement. Donc, on arrive aussi à façonner d'une certaine manière la réalité qu'on va chercher à avoir. Alors, je ne vais pas tomber dans la loi de l'attractivité, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est un peu dans cette direction-là. Et du coup, le discours un petit peu classique, c'est de simplifier les choses et de se dire, il y a la loi de l'attractivité, il y a le cerveau qui ne fait pas la différence. La réalité, c'est qu'on a du mal à mesurer de quelle manière ou pourquoi ou avec quelle intensité ce qu'on va imaginer, ce qu'on va penser, ça va avoir une influence sur ce qui va se passer réellement. Même aujourd'hui, on a du mal à Ouais, même aujourd'hui, on a du mal parce que avec ça, en plus, on arrive à objectiver un certain nombre de choses. Bien sûr. Mais derrière, tu vas avoir l'effet placebo en plus, tu vas avoir les croyances, tu vas avoir les biais perceptifs et l'être humain, il est exceptionnel pour venir valider sa croyance de départ, même si on lui démontre qu'elle est fausse. Donc du coup, il y a tout ça qui se mélange. Maintenant, ce qu'on observe quand même concrètement, c'est qu'effectivement, quand on se travaille mentalement ou quand on s'intéresse au mental, on se rend compte que ça a des répercussions sur la réalité du corps, déjà dans un premier temps, réalité physiologique, réalité neuronale, et sur la réalité de ce qu'on vit ou de la manière dont on va s'apprêter à le vivre. Donc au final, si je me place de ce point de vue-là, j'ai envie de te répondre oui, ça a vraiment un impact, et ça vaut le coup de s'intéresser à cet impact-là, parce qu'il va y avoir des répercussions qui seront... on l'espère, au service de la performance. C'est peut-être ce qui est intéressant aussi dans cette réponse, c'est qu'elle est nuancée en fin de compte. Exactement. C'est qu'il y a beaucoup de couches et de sous-couches qui vont valider une certaine direction plutôt qu'une autre. Donc ouais, c'est ça qui va être... Ouais, tu as même presque des exemples, des contre-exemples, donc c'est génial, parce que tu peux démontrer un truc, puis tout de suite derrière, tu as quelqu'un qui va dire, bah oui, mais moi j'ai un exemple qui montre que c'est exactement l'inverse de ce qu'on vient de voir. Ça, c'est tout l'avantage de la science. On peut discuter sans arrêt, il y a la reproductibilité, il y a un résultat, il n'y en a pas, ça se discute tout le temps. Et donc ça, c'est super intéressant. Et en même temps, il y a plein de paradoxes. Donc, si je rajoute même encore à ça, le fait que la technologie scientifique n'est pas encore en mesure de tout élucider ou de tout expliquer. Donc, on observe des choses qu'on n'est pas capable d'expliquer, mais on les observe. Donc, il y a une forme de réalité quand même qui est présente. Donc, tout ça, c'est super complexe. Et en fait, tu as envie de répondre aussi bien oui que non. Et derrière, ça alimente des discussions interminables. Ouais, mais ça doit t'embêter quand on fait ce genre de raccourci ou même pas? Non, ce qui m'embête, je prends un peu la position
de celui qui veut s'insurger en se disant non, mais ça c'est faux, t'as pas le droit de dire ça. Tu sais, c'est comme dans le domaine des neurosciences, aux étudiants, je leur explique ça c'est pas du tout un réflexe, c'est pas du tout un mouvement réflexe. Et pourtant, tu l'entends des milliards de fois. Ça fait partie des mouvements, c'est intégré, c'est une forme de motricité, mais c'est pas la manière dont on l'a décrit. À un moment donné, tu vas pas te dire non, je vais contredire tout le monde sans arrêt, parce que je vais passer mon temps à faire ça. Et ça apportera pas grand-chose en fait, dans les faits. Donc non, ça me dérange pas. Par contre, quand j'ai une fenêtre comme ça, ou une opportunité, c'est bien que je joue un peu sur les nuances. Voilà, j'aime bien. C'est bien de pouvoir aller un petit peu plus en profondeur. Dire alors oui, ok, mais attention quand même. Hein. Est-ce que tu penses qu'on sous-estime ou alors au contraire qu'on surestime l'importance de notre esprit dans certaines manifestations, que ce soit dans la performance, dans la productivité, la réflexion, enfin j'en sais rien? Alors, attention, tu vas pas me poser des questions où à chaque fois je suis dans le paradoxe. Hein. Ah, j'aime bien. Mais en fait, il y a un peu des deux, encore une fois. Alors globalement, je dirais qu'on sous-estime. Si je prends beaucoup de recul ou que j'essaye d'analyser la place du mental qui est en train de se développer et les JO de Paris, vont faire du bien également pour le mettre en avant. Donc on est en train de se rendre compte effectivement de l'efficacité, de l'intérêt. On connaît tellement bien aussi la prépa physique et la prépa technique que la prépa mentale, il y a encore des choses à découvrir. Donc ça vient enrichir tout ça. Donc globalement, on a plutôt une sous-estimation de la puissance que peut avoir notre mental. Maintenant, on peut avoir tendance parfois à le surestimer. Et on retombe un peu dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire à faire de ses croyances ou de sa simulation la réalité, ou à décider que ça va être la réalité. Et donc là, on façonne de manière structurée ou stratégique la réalité. Et c'est pas forcément, ça devient notre réalité, mais c'est pas forcément la réalité. Bien sûr. Donc du coup, j'aurais plutôt tendance à dire, il faut s'intéresser vraiment au mental, il faut le développer, il faut l'apprivoiser, il faut le travailler, et il y a plein de choses à faire. Donc on a plutôt quand même tendance à le sous-estimer de ce point de vue-là. Mais c'est bien d'avoir des réponses nuancées et, Non mais et d'être un peu... si on est d'accord à l'arrivée, ça... Ah ben complètement, et d'être un petit peu entre les deux. Est-ce que, du coup, ça doit être hyper compliqué de faire le tri entre, par exemple, des spécificités individuelles qui seraient d'ordre du caractère, tu vois, plutôt qu'à des capacités ou non mentales qui vont permettre d'améliorer certains aspects de sa performance. Je vais prendre le cas de la performance. Bah, c'est intrinsèquement lié en réalité. Ah ouais. En fait, ouais, c'est lié, c'est-à-dire que ta personnalité, ton caractère, ton éducation, la manière dont tu as façonné tes apprentissages et ta manière d'être influence aussi ton rapport au mental. Et donc, du coup, tu jongles un petit peu avec les deux. Donc, tu vas avoir des capacités qui ne sont pas les mêmes chez les différents individus. Si je prends l'exemple de ce que je connais le mieux, la visualisation ou l'imagerie, on n'a pas les mêmes capacités d'imagerie. Il y en a qui spontanément vont le faire très justement, de manière très fidèle par rapport à la réalité, avec beaucoup de clarté, de précision, puis d'autres qui vont être un peu plus en difficulté, donc on ne part pas au même niveau. Alors ça se nivelle relativement vite, hein, mais ça s'homogénéise bien, mais on n'a pas la même capacité initiale. Et par-dessus ça, si tu veux, les traits de personnalité, le niveau d'expertise, donc des caractéristiques un peu plus individuelles de personnalité, la relation aux émotions va venir un petit peu instrumentaliser ou influencer ça, et ça va se mélanger pour faire qu'au final, tu vas réussir à l'utiliser plus ou moins efficacement en fonction des contextes, plus ou moins efficacement en fonction des consignes qui ne sont pas les mêmes en fonction des contextes. Donc voilà, ça va venir un peu moduler, c'est une sorte de mayonnaise qui doit prendre, et c'est difficile de faire la part des choses. Je pense qu'aujourd'hui, parler d'une capacité pure indépendamment d'un contexte ou d'une personnalité, ça n'a pas beaucoup de sens dans le domaine mental. Tu peux isoler vraiment des caractéristiques d'une représentation mentale, mettons, mais c'est toujours coloré d'une facette de personnalité, d'un niveau d'expertise, d'une capacité de représentation mentale, voilà, de ces éléments-là, de ces facteurs-là. C'est un peu des variables d'ajustement. Okay. Et en fait, on se retrouve avec des mêmes distinctions qu'on pourrait avoir sur le physique, les différences de morphologie, les différences d'insertion, de tolérance à la douleur, etc. Alors oui, il y a une petite nuance quand même, c'est que je pense qu'il y a une malléabilité dans la dimension mentale qu'on n'a pas forcément dans le physique. À un moment donné, tes bras de levier sont tes bras de levier, c'est immuable. Par contre, sur le travail mental, tu peux assez facilement moduler. À toi de voir si tu as envie ou non de tomber dans l'imaginaire, parce que l'imagerie emmène dans l'imaginaire, hein, la frontière elle est fine, parfois c'est intéressant, parfois il faut surtout pas y aller. Ah ouais. C'est variable, on pourra peut-être en discuter juste après, mais donc ça c'est beaucoup plus malléable. Et moi j'aime bien prendre l'exemple de la correction du geste par exemple. D'un point de vue technique ou physique, c'est très figé. Tu sais que quand tu automatises un geste, et c'est l'objectif de l'entraînement, tu le rends imperméable aux perturbations externes. Tu veux qu'il soit robuste, il faut qu'il soit hyper efficace. Et donc, du coup, tu deviens solide, quel que soit le contexte, et un peu à toute épreuve. Le problème, c'est que quand tu dois corriger ça, quand tu dois le moduler, parce qu'il y a une imperfection, parce que c'est plus adapté à la situation, c'est un enfer. Ouais. Parce que tu dois désapprendre pour réapprendre et déstructurer pour restructurer. Et mentalement, c'est hyper simple.
Mentalement, tu vas pouvoir te conditionner, tu vas pouvoir façonner les schémas neuronaux qui te permettront de le faire. Et en fait, tu vas faciliter la correction technique par ce préconditionnement-là. Donc, tu as cette malléabilité qui est quand même hyper intéressante et qu'on va retrouver un peu sur toutes les facettes ou toutes les dimensions du travail mental. D'accord. Et ça, on l'a pas forcément sur la technique ou encore plus sur le physique, pour le coup. Ouais, j'avoue que j'avais jamais envisagé cette malléabilité et que je pensais effectivement que c'était un peu plus, tu vois, pas immuable, mais quelque chose de bloqué en fonction des Ouais, du coup, on se retrouve, on rebondit sur ce qu'on disait juste avant, on se retrouve sur quelles sont les frontières et quelles sont les manières de travailler. Et dans l'exemple de la visualisation, il y a des préconisations d'usage, j'appelle ça comme ça, ou des règles de pratique, ou des consignes, qui sont hyper importantes. Et dans certains cas de figure, ça va être hyper rigoureux et il faut les respecter. Puis dans d'autres, tu vas pouvoir être beaucoup plus souple, utiliser cette malléabilité, cette largesse, cette souplesse que t'offre l'imaginaire. Mais tout dépend de ce que tu veux faire. Et ça dépend en fait des domaines d'application ou des pistes de travail. Ouais. Mais pour faire simple, si je prends cet exemple-là, si tu veux travailler sur le geste technique, t'as pas le droit d'être approximatif. Donc tu fais de l'imagerie, tu fais pas de l'imaginaire. Il n'y a pas d'approximation, c'est très fidèle par rapport à la réalité parce que la moindre modulation que tu vas amener, que tu vas répéter mentalement, c'est un peu comme si tu allais l'ancrer dans les schémas neuronaux, dans les représentations, et ça va venir moduler et interférer avec le mouvement réel. C'est pour ça que je prends souvent l'exemple quand un sportif, le soir chez lui, tranquillement, il imagine son geste, il le décortique, il le ralentit, ça part d'une idée bienveillante, hein, il veut le maîtriser, veut le mémoriser, sauf qu'en faisant ça, d'un point de vue technique, il va ralentir son geste. Et ça, très souvent, c'est contre-performant. Donc, dans la technique gestuelle, on n'a pas le droit à cette approximation, en tout cas pas dans un premier temps. Ouais. Et derrière, il faut être hyper rigoureux pour que le mouvement soit très très fidèle par rapport à la réalité. Par contre, quand tu vas travailler sur l'individu, donc sur un effet indirect, sur la performance, l'état d'esprit, le doute, les croyances, les émotions, le stress, l'anxiété, la confiance, tous ces éléments-là, là, tu travailles sur la personne. Là, tu peux basculer dans de l'imaginaire. C'est-à-dire que te projeter dans une réussite d'une compétition, d'un événement que tu n'as pas encore vécu, mais que tu aspires à vivre, c'est tout à fait possible, c'est même intéressant, on peut l'apprivoiser, etc. Sauf que là, c'est de l'ordre de l'imaginaire. Alors, c'est de l'imaginaire raisonné, mais c'est de l'imaginaire. Et là, tu peux te permettre de le faire. Donc, tout dépend en fait de la direction du travail que tu vas donner et du contenu de ce travail-là. Et on va retomber sur cette frontière qui est difficile à appréhender et qui pose problème, hein, très clairement, parce que déjà, ce qu'on fait, ça se passe dans la tête de la personne. Donc, il faut arriver à l'objectiver, il faut s'assurer qu'il respecte les consignes, il faut essayer de comprendre la manière dont il le fait, etc. Lui-même peut avoir son biais là-dessus. Et derrière, en plus, il a l'opportunité d'être juste ou au contraire d'être hyper dans l'imaginaire. Donc, au final, c'est complexe à contrôler. Ouais. Tu pourrais me réexpliquer la différence entre imagerie et imaginaire? Ouais. Pour bien que je puisse Alors, faire la distinction. je joue un petit peu sur les mots, mais pour moi, quand on va faire de l'imagerie, alors imagerie, visualisation, simulation mentale, représentation mentale, tout ça aujourd'hui sera synonyme, c'est que je vais m'engager dans la représentation mentale de mon geste. Donc, mettons, je vais imaginer la chose la plus précise possible, comme je la fais à l'entraînement, comme je la fais en compétition. C'est vraiment, je suis hyper fidèle par rapport à la réalité. Ça va me permettre de reproduire la technique, donc de l'ancrer, de l'automatiser, de la mémoriser, éventuellement, pourquoi pas de la corriger derrière. Dès que je vais basculer dans l'imaginaire, c'est que je vais m'autoriser en fait à envisager des choses qui ne sont pas possibles, entre guillemets, ou que je n'ai pas encore vécues, au sens, ça reflète la réalité vécue. Donc, je pourrais partir dans l'imaginaire. Tu connais peut-être le test du bras là qu'on fait faire parfois. Là, je mets de l'imaginaire dedans. C'est-à-dire, je fais faire des tours complets parce que ça accentue l'effet. Ça rend un peu plus important l'amplitude qu'on va aller chercher. Donc, on s'autorise finalement, on se donne le droit d'accepter qu'on va gagner en amplitude. On n'est pas obligé de le faire sous cette forme-là, mais on fait un truc que le corps n'est pas en mesure de faire physiquement. Et quand tu vas te projeter mentalement sur une situation que tu n'as pas encore vécue, tu te projettes sur une compétition que tu vas remporter, sur un duel que tu vas remporter, sur une performance que tu n'as encore jamais été capable de faire, en fait, tu fais quelque chose qui ne relève pas d'une réalité vécue. En tout cas, pas encore. Donc c'est une forme d'imaginaire, c'est ça. Okay. Et c'est cette frontière-là entre je reproduis la réalité ou je tiens compte de la réalité physique du corps, du monde et de l'environnement dans lequel je suis. Je vais plutôt dire qu'on fait de l'imagerie. Et si j'accepte d'apporter des modifications qui dépassent un petit peu ce cadre-là, je bascule dans l'imaginaire. Et il y a des bénéfices à basculer dans l'imaginaire ou on attend Oui, il y a des bénéfices très clairement en fonction de ce qu'on fait. Si tu bascules dans l'imaginaire sur le geste technique, ça marche pas. Tu vas perturber en fait l'automatisme, l'exécution. Tu vas venir mettre le petit grain de sable dans la machine. Par contre, si tu fais de l'imaginaire dans ta capacité à prendre conscience de tes forces, de tes ressources, à dépasser le seuil de tolérance, le seuil d'effort, le seuil de fatigue, à te projeter sur une situation de réussite,
aucun problème. J'aime bien le présenter comme ça, c'est si tu te projettes sur la réussite pour vivre la réussite, tu peux t'imprégner d'une forme d'imaginaire. Si par contre, tu décortiques sur qu'est-ce que tu dois faire pour réussir et comment tu dois faire pour réussir, là, tu es dans de la technique, donc tu es dans pas d'approximation, tu es dans l'imagerie. Ah, mais ça, c'est une distinction qui est hyper concrète. Et tu trouves qu'on fait quand même l'amalgame facilement, ou en tout cas qu'on arrive difficilement à dissocier les deux quand on parle de ça? C'est le risque, parce qu'en fait, tout le monde en fait de l'imagerie au quotidien, tous les jours, pour plein de raisons différentes. Le problème, c'est que c'est pas structuré de cette manière-là nécessairement. Alors, quand on arrive à composer avec, c'est pas dramatique tout de suite, mais quand je te prenais l'exemple de tiens, je m'imagine au ralenti pour bien décortiquer, pour bien visualiser, etc. Parfois, on a montré qu'au bout de 3-4 séances, il y avait un effet sur le mouvement réel, mais sans que tu en aies conscience. Et c'est délétère sur la performance. Donc, oui, l'amalgame, il existe, et la dérive, surtout, elle existe. Et en plus, si la dérive, elle est pilotée par le sentiment de bien faire et d'avoir raison de faire ça, bah, tu parles la tête en avant dedans. Ok, eh ben, tu fais bien de le préciser. L'imagerie, c'est quelque chose qu'on associe beaucoup au monde du sport et de la performance. Mais est-ce qu'il y a d'autres implications sur lesquelles toi tu travailles et qui ont leur importance également? J'ai presque envie de dire tout le monde peut en faire, et pour plein de raisons. Alors, on pourrait trouver plein d'exemples. Déjà, il y a le monde de la performance, il y a aussi le monde de la rééducation, qui est une sorte de poursuite, de continuité du monde de la performance, mais chez les patients, pas forcément chez les sportifs blessés, chez les patients qui peuvent avoir des pathologies lourdes, qui peuvent avoir des lésions relativement importantes, où là, l'objectif est plus de recouvrir une performance, mais de retrouver de l'autonomie au quotidien, par exemple, de retrouver des capacités fonctionnelles, ou de construire des motricités compensatoires, parfois, d'intégrer une prothèse dans un schéma corporel, ce genre de choses-là. Donc, on a un peu ces deux gros domaines qui sont présents. Et puis après, si tu prends l'individu, même si tu parles du sportif et que tu te dis, tiens, on va travailler sur l'individu et sur son état d'esprit, sur sa confiance, sur sa motivation, finalement, ça, tu peux le réinvestir dans n'importe quelle activité, n'importe quel domaine. Activité professionnelle, activité de loisirs, bien-être au quotidien. Donc finalement, ça s'applique un peu partout. Ce qui va s'assouplir, ce sont les règles de pratique. Parce que du coup, toutes les règles où là, je vais être assez strict sur les consignes parce qu'il y a une performance derrière, quand c'est pas sur une performance évaluée où il y a de l'enjeu direct, les consignes elles peuvent s'assouplir un petit peu. Flexible. La frontière entre l'imagerie et l'imaginaire, elle pourrait potentiellement s'assouplir également. Voilà. Mais après, dans d'autres corps de métier, les musiciens, par exemple, sont d'excellents imageurs généralement. Les chirurgiens, nous on travaille un petit peu avec des étudiants en école de médecine, pour tous ces mouvements qui nécessitent une dextérité, qui sont hyper fins, qui sont où t'as pas le droit à l'erreur. C'est un travail qui est génial. Donc il y a vraiment plein de domaines en réalité où on peut l'utiliser. Après, le tout, c'est de définir l'objectif, la manière de travailler, le contexte et les préconisations derrière, les consignes d'utilisation qu'on va avoir derrière pour bien faire les choses. Mais quelque part, on pourrait faire l'amalgame systématiquement avec le travail physique. Travail physique, tu vas pouvoir utiliser l'entraînement pour plein de raisons différentes. Et en fonction de ces raisons-là, tu n'auras pas forcément les mêmes consignes. Alors, il y aura des standards à respecter par rapport aux physiologiques, par rapport aux capacités du corps, etc. Donc, tu auras un peu plus de règles, de structure, de rigidité, on va dire. Mais sinon, dans l'esprit, c'est un petit peu la même logique. Ouais, c'est un bon parallèle. Comme je t'entends en parler là, j'ai l'impression que ça peut pas être improvisé. Enfin, c'est pas une impression. On n'improvise pas de l'imagerie. Ça me fait plaisir d'entendre ça. On peut le faire spontanément, effectivement. Et alors, mais de la même façon qu'on peut aller courir un footing, ok, c'est quelque chose qu'on peut improviser, mais si on veut respecter certains protocoles ou en tout cas tirer le meilleur parti de ce genre de pratique, ça s'improvise pas. Ouais, mais je suis complètement d'accord avec ça. Ça nécessite en fait d'être développé, d'être compris et d'apprivoiser cette forme-là. Moi, je dis toujours, faut développer les fondamentaux, le ciment de base, l'ossature. Une fois que tu as l'ossature et que tu as compris ce que ça veut dire, comment on fait, et que tu as développé un petit peu les différentes modalités sensorielles, parce que ça se construit là-dessus, derrière, c'est de l'agencement. Et donc, les protocoles, ils sont beaucoup plus simples. Si tu pars tête débaissée dans les protocoles, très souvent, tu te rends compte que ça paraît simple, mais en réalité, à l'usage, c'est pas si simple que ça, puis après, et tu reviens en arrière, et tu as besoin de les développer, ces fondamentaux-là. Donc oui, je suis complètement d'accord avec ça. Et je ne veux pas non plus obscurcir le tableau de manière démesurée. C'est-à-dire que intuitivement, on fait aussi beaucoup de choses qui sont très bien. Et parfois, j'ai rencontré des praticiens qui n'étaient pas du tout formés, on va dire, à cette approche-là, mais qui l'utilisaient, qui s'étaient formés sur le terrain. Et ils faisaient plein de trucs qui étaient géniaux. De temps en temps, ils faisaient des petits trucs qu'il faut moduler. Mais intuitivement, ils avaient construit plein de choses qui étaient complètement adaptées, complètement ajustées à la situation. Et tu sais, moi, j'ai un peu un pied dans chaque monde. Je suis enseignant-chercheur, puis je suis aussi un pied sur le terrain dans l'accompagnement.
Et j'adore travailler sur les interfaces, c'est-à-dire sur les liaisons théorie-pratique, mais aussi sur les décalages théorie-pratique. Et les deux mondes, ils doivent s'alimenter autant. Alors, le scientifique, il ne doit pas arriver en disant vous n'avez rien compris, voilà comment il faut faire, moi j'ai montré que, ouais, mais c'était dans ton labo, c'était différent, c'était pas en situation écologique, tu avais arrêté tous les autres paramètres, mais sur le terrain, ça ne se passe pas comme ça. Et j'aime bien que les gens du terrain questionnent et soient un peu plus ouverts aussi, et que les deux mondes se réunissent. Et nous, on travaille beaucoup là-dessus, parce que finalement, les deux mondes avancent, mais un peu en parallèle. Alors c'est de moins en moins vrai, hein. De plus en plus il commence à échanger, mais oui, c'est super important. Un peu et même presque cette bagarre d'un monde envers l'autre. Ouais, après il y a la manière de se pointer aussi en disant si le scientifique il arrive et qui dit attendez, vous êtes tous des cons, vous avez rien compris, moi je vais vous expliquer comment il faut faire, bah non merci, au revoir. Hein. Et à l'inverse, si le praticien de terrain il dit non mais moi j'ai pas besoin, ça fait 10 ans que je fais ça et je sais très bien que ça se fait, bah il y a des approximations, voilà. Et si les deux mondes discutent entre eux, bah, tout le monde y gagne. Hein. Et ce monde-là, très pratique, comment il compose avec l'aspect très abstrait de l'imagerie, tu vois? Ça, c'est une difficulté. Alors, il y a deux choses. Il y a la première. Je dis abstrait, excuse-moi de te couper, ça se trouve que c'est pas abstrait. Il y a un côté abstrait dans l'appréciation de ce qu'on fait, parce que, encore une fois, tout se passe dans la tête de la personne. Hein, quand on lui demande d'imaginer un truc, lui-même ou elle-même peut avoir un biais sur ce qu'il ou elle a fait. Donc oui, il y a cette forme d'abstraction. De toute façon, imaginer quelque chose, ça fait appel à des opérations abstraites, à une abstraction de la réalité et à une simulation, une projection sur ce qui pourrait se passer, sur la manière dont ça pourrait se passer, sur la manière que j'ai de contrôler comment ça va se passer, etc. Et ça, en fait, l'enjeu permanent, aussi bien pour les scientifiques que pour les praticiens, c'est de dire, OK, comment j'essaye de contrôler ça ? Donc on a des outils à notre disposition, tous avec des avantages et des inconvénients. Déjà, c'est clair, il n'y a pas un seul outil qui me permettra de garantir que c'est exactement ce qu'il fait comme ça, ça n'existe pas. Donc on va avoir des outils qui sont très subjectifs, qui sont par contre très pratiques, de terrain, sur les questionnaires, des échelles d'auto-évaluation, de la discussion, de l'échange, de l'entretien, où on fait expliciter les choses. On aura des outils un peu plus comportementaux, comme des durées, par exemple, qu'on peut comparer, ou des vitesses. Et puis, on aura des marqueurs physiologiques qui sont beaucoup plus représentatifs, beaucoup plus fiables, mais qui sont difficiles d'accès. Et même ces marqueurs physiologiques-là, même si je les défends beaucoup, ça reste ce qu'on appelle des inférences. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on va enregistrer une activité physiologique qui est le corrélat d'une opération mentale. Mais allez, même si je prends une des plus objectives, tu passes dans une IRM ou même on fait de l'EEG, peu importe, on regarde un peu l'activité cérébrale ou la retranscription de l'activité cérébrale. Et puis je te dis, tiens, tu vois, quand tu imagines le mouvement, là, on a une belle activité dans les régions motrices, donc ça montre bien que stimule le geste. Ok, oui, c'est l'hypothèse qu'on pose. Mais si au lieu de faire de l'imagerie, toi, tu as pensé à complètement autre chose, ce que tu vas faire ce soir ou ce que tu as fait la veille, tu es complètement pas du tout dans le respect, on va quand même avoir le corrélat de ton activité mentale à toi. Et il y aura forcément des chevauchements. Donc du coup, ça reste une inférence. C'est une hypothèse qu'on pose sur la base de ce qu'on pense que la personne fait. Voilà. Maintenant, ça reste quand même très informatif, hein, et c'est grâce à ça qu'on arrive en croisant les choses, à retranscrire et à avoir des interprétations qui sont quand même solides et intéressantes. Mais ça, c'est une vraie difficulté. C'est comment je peux avoir accès à ce que la personne fait, comment je peux y avoir accès pour comprendre, pour contrôler, pour lui donner des bonnes consignes également, pour aiguiller ou réorienter le travail. Ça, c'est une vraie difficulté. C'est peut-être la principale difficulté, à la fois pour les praticiens et pour les chercheurs. Et c'est une difficulté qui est en train de se lever avec la progression des méthodes et des mesures, etc. Oui, elle se lève. On commence à bien arriver à cadrer les choses, même s'il reste toujours cette petite part d'inférence. Et puis après, il y a la réalité du terrain. Tu vas pas aller faire de l'IRM sur le terrain. Donc, il y a des outils de biofeedback, des outils indirects qui ont quand même cette objectivité-là, mais qui restent malgré tout encore difficiles d'accès. Donc, l'idée, c'est de combiner un petit peu tout ça. C'est de prendre un petit peu, quand on a l'occasion d'aller les chercher, de les utiliser, mais aussi d'avoir des outils de terrain qu'on peut vraiment utiliser sur le terrain, qui sont peut-être moins informatifs, mais dont on sait qu'ils sont corrélés et qui nous donnent quand même des indications. Voilà, on y arrive, mais c'est un peu comme tu disais tout à l'heure, autant dans la pratique ou l'accompagnement, ça s'improvise pas, autant dans le contrôle, on ne pourra pas l'improviser non plus. Et pourtant, il faudra se poser cette question-là. Il faudra qu'à un moment donné, on se dise, ok, faut que je contrôle, faut que j'ai accès, faut que je sache réorienter, ajuster le travail par rapport à ça. Et c'est une adaptation perpétuelle en fin de compte. Ouais, c'est une adaptation perpétuelle. Alors c'est marrant, d'un point de vue purement scientifique, on se rend compte par exemple que les outils qui au début nous servaient vraiment à analyser deviennent de plus en plus des outils pour accompagner. C'est le principe du biofeedback ou du neurofeedback par exemple. Au départ, j'utilise des marqueurs physiologiques qui retranscrivent une opération mentale par exemple, ou une émotion. Et maintenant, j'utilise ces marqueurs-là pour te renvoyer un retour
soit directement de ton activité cérébrale ou la cohérence cardiaque, de ton activité cardiaque, soit un curseur qui te donne une sorte d'intensité. Et toi, tu utilises ce retour en temps réel pour essayer de modifier le contenu et d'enrichir le contenu. Donc, ça devient un feedback que tu donnes et qui essaye d'améliorer la chose. Et on est bien là-dedans en ce moment, c'est-à-dire essayer de trouver soit des moyens de délivrer des informations presque en temps réel sur le contenu. Quand je dis en temps réel, il y a une petite merci. Hein. Et soit on trouve des moyens de stimuler en parallèle. C'est-à-dire, on sait que l'imagerie, ça permet d'améliorer plein de choses. Ben, est-ce qu'on ne peut pas stimuler encore en même temps? Et là, tu as plein de formes de stimulation. Le fait de faire un mouvement en même temps. Hein, le skieur qui imagine sa descente, à la base, c'est de la confiance, mais tu peux peut-être utiliser ça pour développer ses capacités de représentation. Donc ça, on appelle ça l'imagerie dynamique. Le fait d'observer en même temps. Observer, imaginer en même temps plutôt que de le faire en parallèle ou de manière séparée, ou pendant longtemps même on l'a fait de manière opposée. Stimulation cérébrale, stimulation tendineuse, voilà. Il y a plein de manières, stimulation auditive plus récemment, il y a plein de manières où on essaye d'enrichir encore notre capacité à le faire pour trouver des moyens technologiques la plupart du temps qui sont encore un peu plus efficaces. Et en même temps, ça permet quand même de répondre aux gros défauts, parce que l'imagerie c'est bien, mais attention, déjà, l'imagerie sera jamais mieux que la pratique réelle. Hein. On va revenir les pieds sur terre à un moment donné. Ce sera toujours mieux de faire le mouvement quand on peut le faire que de l'imaginer. Hein. C'est la combinaison qui va être intéressante en réalité. Mais le gros défaut de l'imagerie, c'est qu'il n'y a pas de feedback. Il ne se passe rien. Donc tu réalimentes pas le cerveau. Tu n'as aucun retour sensoriel sur ce que tu produis, parce que tu produis rien. Voilà. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui manque, idéalement. Alors il y a des moyens de le donner, soit en amorçage, soit en synchronisant avec de l'observation, de l'écoute ou du mouvement, mais ça reste quand même ce qui manque. Voilà. Ouais, je pense que c'est quand même important, ça, à un moment donné qu'on l'évoque, c'est que l'imagerie, oui, c'est bien, le mental, oui, c'est bien, ça ne doit pas remplacer le physique, hein. Jamais, sauf blessure ou surentraînement, mais c'est vraiment une combinaison des deux qui est intéressante. En fait, tu anticipes complètement ce que j'allais dire, parce que justement, quelle est la plus-value de l'imagerie, tu vois, par rapport à la pratique même? Qu'est-ce que ça peut rajouter au fait de pratiquer et qu'est-ce que ça peut apporter de différent? T'as 2 heures devant toi? Let's go. Alors, non, déjà, je pense que c'est important. C'est si vaste que ça? Ouais, il y a pas mal de choses, mais on va les synthétiser. Mais déjà, clairement, ce qui est important, c'est que vraiment, j'insiste là-dessus. Le travail de simulation mentale ou d'imagerie, c'est génial, c'est super. On va évoquer tous les bénéfices. Ce sera toujours moins bien que de faire le mouvement. Donc, c'est accessoire. C'est complémentaire. Ouais, exactement. C'est si tu as l'occasion de faire le mouvement, que tu sois blessé ou pas blessé d'ailleurs, hein, dans les deux cas c'est vrai, bah, c'est toujours mieux. Tu as le feedback, c'est plus intéressant, tu nourris, l'intensité de l'activation cérébrale est quand même beaucoup plus élevée parce que tu fais le mouvement. Enfin voilà, dans tous les cas c'est mieux. Par contre, quand tu peux pas, ou quand tu arrives à combiner les deux, c'est là que tu as les progrès les plus significatifs. C'est là que ça t'amène une plus-value, un bénéfice supplémentaire. C'est presque comme si tu faisais un essai supplémentaire. Sauf que ça débouche pas sur l'exécution, j'exagère un peu, je simplifie à l'extrême, et que l'intensité d'activation, elle est quand même relativement moindre. Maintenant, tu vas avoir plein de bénéfices, et moi, ce que j'aime beaucoup avec l'imagerie, pourquoi je me suis spécialisé dans l'imagerie et pas dans une autre approche de prépa mentale, c'est parce qu'elle est hyper transversale. C'est-à-dire que tu la retrouves dans plein d'autres approches. Tu fais de la méditation, il y a de l'imagerie. Tu fais de la relaxation, il y a de l'imagerie. Tu fais de l'hypnose, il y a de l'imagerie. Donc, il y a plein de représentations mentales un peu partout. Et en même temps, tu peux l'utiliser en tant que tel. Tu n'as pas besoin d'avoir je ne veux pas dire enrobage parce que c'est une connotation négative, mais cet accompagnement avec les autres bénéfices que peuvent apporter les autres techniques de prépa mentale. Et du coup, tu vas avoir plein de bénéfices qui sont hyper diversifiés. Et qui, du coup, je retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, nécessitent des contenus de travail différents. Moi, j'aime bien développer les 4 domaines d'application. Je trouve que ça couvre relativement bien la réalité des faits. Le premier domaine, c'est le plus connu, c'est celui de l'individu. C'est-à-dire qu'en fait, ça va venir en complément du travail physique, en complément du travail technique pour te mettre dans les meilleures dispositions mentales pour être performant. Donc, état d'esprit, croyance, confiance, doute, anxiété, stress, émotion, tout ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, comment je peux, grâce au travail mental, te conditionner, te faire visualiser de manière positive, te préparer pour que tu gères mieux le stress, tu sois plus confiant, que tu aies plus conscience de tes capacités, donc que tu sois dans un état d'esprit, dans des dispositions qui sont hyper propices à la performance. Ça va être un premier grand type de bénéfice. Hein. Déjà, en lui, il est relativement large. Et là, pour faire le point avec ce qu'on disait tout à l'heure, là, on peut mettre plein d'imaginaires, il n'y a pas beaucoup de règles de pratique. Ce qu'il faut, c'est que ça marche, c'est positif. Deuxième domaine, qui est peut-être un peu plus récent. Alors, avant, je disais qu'il était moins connu. Maintenant, il commence à être un peu plus connu, mais par contre, c'est le plus dur à travailler concrètement. C'est la technique gestuelle. Donc, c'est la sortie motrice. Donc, tu vas améliorer ce qui, normalement, c'est ça que je trouve génial, relève du travail physique et du travail technique.
Tu vas faciliter l'apprentissage du geste, tu vas consolider ou automatiser ce geste-là, tu peux corriger le geste, on l'a évoqué tout à l'heure, tu peux développer les qualités physiques, ça marche très très bien avec la force et la souplesse. Développer les qualités physiques. Ah ouais, bon, on pourra discuter de la force, on pourra se faire plaisir parce que là, Ah mais complètement. il faudra 2 heures de T'as plus. ça fait. Ouais. Ah ouais, non mais là il y a des trucs assez hallucinants. Si tu veux, on en parle juste après. Et donc là, l'idée c'est, je vais m'intéresser à la production de l'individu et derrière, je vais mettre en place des contenus plutôt pendant l'entraînement, très proche de la pratique, voilà, pour que ça soit efficace. Après, tu as un domaine qui est un peu intermédiaire entre les deux, c'est plutôt l'approche stratégique, tactique ou technico-tactique. Donc ça se prête plus peut-être à certaines disciplines qu'à d'autres, mais là tu vas avoir du travail de conditionnement, de préparatoire, de compréhension d'un schéma de jeu par exemple dans une équipe, du rôle de l'individu au sein de ce collectif-là. Donc meilleure mémorisation, meilleure maîtrise, meilleure mise en place, intégration progressive de l'incertitude, développement de la faculté d'adaptation si le contexte évolue ou si à un moment donné il y a un truc qui se passe pas comme prévu, parce que l'idée c'est pas d'être stéréotypé mais d'être capable aussi de réagir dans ces activités-là. Donc voilà, c'est une dimension qui est un peu particulière. Elle est pas évidente, c'est peut-être la moins travaillée celle-là, parce qu'elle est casse-gueule, mais il y a plein de trucs à faire. Et puis le quatrième, c'est tout ce qui est blessure rééducation. Et là, c'est hyper large parce que tu vas aller travailler sur l'acceptation, la confiance, la douleur, la guérison, la limitation de perte de force. Tu peux quand même limiter jusqu'à 40-50% de perte de force fonctionnelle quand tu es immobilisé, rien qu'en faisant du travail mental. Ce qui est quand même pas Déjà, c'est monstrueux. On sait en plus qu'au bout de 3 jours, ça commence. 3 jours, tu commences à perdre de la force. Au bout de 14 jours, tu as une pente qui devient violente et là ça commence à être terrible. Et donc, tu arrives à limiter ça, c'est génial. Réathlétisation, anxiété de récidive, enfin voilà, on a plein de trucs qu'on peut faire sur le sportif blessé. Donc en fait, tu as plein de bénéfices diversifiés qui sont complémentaires, qui interagissent et qui vont nécessiter par contre une forme de travail qui va être différente. Et c'est incroyable parce qu'on aurait tous à y gagner alors. Ah ouais, totalement. Complètement. Ah complètement. Pourquoi on n'apprend pas ça plus tôt? Ça vient tard, c'est vrai que ça vient super tard dans les cursus de formation. C'est assez bizarre. Je pense que les sciences d'appui qui sont liées à ça viennent un petit peu plus tard dans le cursus également, que la connaissance est moins avancée dans ce domaine-là que dans le domaine de la physiologie, de l'anatomie, donc par extension ou de la programmation d'entraînement, donc par extension du domaine plutôt physique, technique, et que c'est plus facilement quantifiable les autres domaines aussi. Ouais. Alors que là, on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, on ne sait pas trop comment le maîtriser, on ne sait pas trop comment l'appréhender, comment l'objectiver, est-ce qu'on est sûr de ce qu'on fait, de comment le faire, c'est un peu plus abstrait. Donc ça, ça freine aussi, ça freine pas mal. Mais par contre, aujourd'hui, moi, je comprends pas que, j'allais dire les sportifs de haut niveau, mais pas que, parce qu'on a vu tout à l'heure que ça pouvait toucher tout le monde, qu'on n'ait pas à un moment donné cherché à apprivoiser cette dimension-là, parce que tu peux pas être performant si tu n'es pas performant mentalement. Il y a tellement d'exemples qui montrent que tu es hyper bien préparé physiquement, techniquement, mais que ça pêche au niveau mental et que ça se répercute derrière forcément sur ce que tu vois, donc sur la technique. Mais le problème, il n'est pas technique, le problème, il est mental. Donc non, ça, pour moi, c'est indispensable. Mais alors, question hors contexte, comment on pourrait faire justement pour que tout le monde soit un peu plus au courant de tout ça et des possibilités de l'imagerie? Je pense que ça passe un peu par ce dialogue de vulgarisation scientifique, parce que c'est vrai que dans la science, ça fait peut-être une 20aine d'années maintenant que c'est très très étudié, mais il y a un peu le microcosme de la science. Ouais. On vit un peu dans notre bulle et c'est véhiculé. Les publications scientifiques qui sont le vecteur d'évaluation des scientifiques, c'est pas de la publication qui est diffusée. Moi, j'ai des articles qui sont hyper bien valorisés sur le plan scientifique, énormes revues, etc. Personne ne les connaît. Et par contre, je vais avoir des articles, c'était une petite étude, etc. Et tout le monde nous contacte là-dessus. Parce que ça a été diffusé derrière et que les praticiens ont vu un lien un peu plus concret. Et voilà. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire. En tout cas, pour les scientifiques, il y a un travail à faire dans cette direction-là pour diffuser la connaissance, se heurter au décalage avec la pratique pour aussi réajuster tout ça et alimenter les praticiens. Et derrière, alors ça se met en place quand même, il y a des choses qui se mettent en place. Moi, j'interviens beaucoup dans des structures de haut niveau qui derrière vont faire une approche un peu plus descendante vers les ligues, les structures, les clubs et les assos. Ouais, donc il y a quand même une progression. Ouais, non, très clairement, il y a une prise de conscience. Même dans les activités où c'était pas possible avant, où ils voulaient pas en entendre parler, ils s'y ouvrent de plus en plus. Et puis parfois, alors ce qui est marrant, c'est que les deux sont intéressantes. J'ai formé par exemple des staff France.
dont l'objectif est de diffuser progressivement la connaissance en direction de la base. Et puis, tu en as d'autres qui vont dire, nous, on préfère mettre ça dans les systèmes éducatifs et dans la formation des jeunes sportifs pour que ça rentre finalement dans les cursus de développement des enfants et des jeunes, et que derrière, ce soit des personnes qui arrivent et qui aient déjà un peu ces capacités. Je pense que les deux sont intéressants. Faut voir après dans quel contexte ça se développe plus ou moins, mais les deux sont intéressants et il y a un gros travail à faire là-dessus. Bon, espérons que des discussions comme celle-là pourront tourner un petit peu, pour qu'on puisse se mettre au courant. Ouais, alors, je ne sais pas d'attente particulièrement, mais c'est vrai que ça fait partie des attentes qu'on pourrait poser. C'est la fenêtre idéale pour ça, je pense. Bon. Tu as parlé de la force et de la souplesse. Tu sais que je ne vais pas l'oublier. On va y venir. Tu sais que je ne vais pas l'oublier. Alors, l'imagerie peut provoquer des gains, des gains tout court, sur la force et la souplesse. Ouais. Mais c'est même pas discutable. Alors, je te le démontre. Après, je nuance parce que c'est pas binaire, c'est un peu provocateur quand je le dis comme ça aussi. Mais je le nuance sur la notion de force utile. Et après, je te dirais même, il y a des derniers éclairages là très récents. Par exemple, j'ai un étudiant en thèse que je co-encadre avec un collègue sur le CrossFit. Et on a des résultats juste hallucinants qui dessinent des pistes de travail de la visualisation dans la force qui sont juste incroyables. Est-ce que, avant que tu commences, est-ce que c'est à cause du caractère nerveux du développement de cette capacité physique ? Complètement. C'est ça. On sera même que sur les facteurs nerveux. Ok. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que les premières études qui ont montré ça, elles datent des années 90. La toute première est de 91, c'est pas forcément la plus connue, mais des années 90, ils ont mis en évidence que le fait de simplement imaginer des contractions musculaires pouvait améliorer la force. Alors très souvent, c'est la force maximale ISO, parce que c'est plus facile à quantifier, et donc permettait d'améliorer la force, alors dans des proportions qui allaient de 5 à 22, 30% même dans certaines études, 36 je crois, la plus élevée, même si c'est surprenant sur cette étude-là. Et donc du coup, ça a été mis en évidence, et avant de rentrer dans le détail, ça n'a pas été mis en évidence sur tous les groupes musculaires, et l'explication la plus probable, c'est uniquement les facteurs nerveux, développement de la force. Donc on n'a pas du tout d'hypertrophie, on n'a pas du tout de facteurs structuraux, on a simplement une partie des facteurs nerveux. L'hypothèse qui a été posée pendant longtemps, c'est meilleure synchronisation des unités motrices. En fait, quand tu vas imaginer le mouvement, tu vas créer une plasticité cérébrale, cortex moteur, et cette réorganisation cérébrale en bout de chaîne, ça va permettre de mieux synchroniser les unités motrices, meilleure fréquence de décharge, meilleur recrutement spatio-temporel, donc tu développes plus de force. Plus récemment, on a montré quand même, et ça je trouvais ça intéressant, que c'était une étude où on avait à la fois de l'EEG et de l'EMG, donc activité cérébrale et activité musculaire, et on a montré qu'en imagerie, on aurait un effet sur la diminution de la co-contraction agoniste-antagoniste, qui est un des tout premiers, si ce n'est le premier vraiment facteur de gain de force sur les premiers instants quand tu t'engages dans un travail de musculation. Donc voilà, on arrive en fait à activer les facteurs nerveux de développement de la force. Maintenant, je nuance un petit peu ça. Ça, à l'origine, ça a été montré sur différents groupes musculaires, mais, te marre pas, mais le plus connu, ça a été montré sur l'abducteur du petit doigt. Ouais, vraiment, je te dis pas de te marrer. C'est-à-dire un mouvement qui sert à rien, un muscle qui sert clairement à rien. En plus d'avoir d'hypertrophie là-dessus, il faut pas trop s'y attendre. Mais voilà, ça a été montré là-dessus. Après, ça a été étendu à beaucoup de mouvements de la main, un peu le biceps, pas mal de mouvements du pied. Puis de temps en temps, tu as des études sur le quadri, l'ischio, enfin voilà, des choses. Mais globalement, ça a surtout été montré sur la main. Et en fait, c'est pas anodin. Pourquoi on l'observe sur la main ? Parce qu'au niveau du cortex moteur, tu as une représentation de toutes les surfaces du corps. On appelle ça la somatotopie ou l'homunculus moteur. Tu as déjà entendu ce terme. Et en fait, toutes les parties du corps sont représentées, mais de manière disproportionnée. Et les mains et le visage occupent 2/3 de cette surface, dans cette aire cérébrale-là. Donc du coup, quand tu fais de l'imagerie d'une partie du corps qui est très représentée au niveau cortical, tu as une grosse plasticité cérébrale, donc des effets massifs. Si par contre tu le fais sur des muscles qui sont très peu représentés, tu as une petite plasticité cérébrale, pour schématiser, donc un conduit qui est plus fin, donc moins d'effets. Indépendant de leur taille réelle. Et c'est même souvent la proportionnalité inverse. Donc les quadrilles, les membres nymphes, les muscles du tronc, par exemple, sont très peu représentés au niveau cortical, donc les effets sont clairement amoindris. Ce qui fait que du coup, oui, c'est un peu provocateur, mais c'est assez bien démontré, on l'explique assez bien, l'imagerie permet d'améliorer la force musculaire, même la force maxillométrique. Maintenant, sur les tests qui ont été faits sur des gros groupes musculaires un peu plus polyarticulaires, dans des mouvements, dans des mouvements plutôt polyarticulaires, dans des mouvements antigravitaires, etc., ça marche, mais moins bien. Voilà, donc tu as des effets, parfois tu n'as pas d'effet. Développé couché, on n'a pas observé d'effet, par exemple, nous. Demi-squat sur presse, on en a observé. Voilà, il y a quelques études qui montrent comme ça, qui essayent de démontrer, ouais, ça pourrait être intéressant, ça marche quand même, mais
Ouais, je suis pas sûr que le jeu envahisse la chandelle parce que finalement les effets que tu observes sont quand même très limités. Et en plus, je suis pas convaincu que ce soit des gains de force à proprement parler. C'est pas exclu qu'il n'y ait pas de la technique derrière, de l'appréhension un peu limitée, que tu t'investisses mieux. Voilà. Donc finalement, je suis pas convaincu que sur des mouvements de musculation, ça marche bien. Donc arrêtez d'aller à l'entraînement et de se dire tiens, je vais me contenter d'imaginer. On en est vraiment toujours là. Il faut la bonne consigne à donner. En revanche, ce qui est super intéressant sur la force, c'est peut-être de se poser la question autrement. Là, par exemple, on a des études où on s'est intéressé non pas à la force, mais à la récup. Et sur un protocole où on faisait des répètes avec c'est toujours de la force max ISO, sur 10 séries de 10 répètes, avec une fatigabilité qui s'installait, on leur a fait faire de l'imagerie de récup entre les essais. Donc soit ils jouaient avec leur téléphone, ce que tout le monde fait dans les salles, soit ils s'imaginaient, on va dire, un étirement, un relâchement musculaire du groupe qui avait travaillé. On était sur le biceps, sur les faisceaux du biceps. Soit on faisait un travail d'imagerie active, un peu comme dans un fractionné où tu marches entre les courses. Donc tu avais des contractions, mais très sous-maximales. Et en fait, on a montré que les deux séquences d'imagerie permettaient non pas d'avoir des reps supplémentaires ou des durées de contraction supplémentaires, mais d'avoir un meilleur rendement musculaire. Et donc, du coup, une qualité d'entraînement qui potentiellement était plus intéressante que le fait de faire une récup passive, purement passive. Et dans les deux, si tu comparais les deux, c'était la récup active, l'imagerie active. Donc, imaginez le même groupe musculaire fonctionner, mais à un niveau bien sous-maximal. Ça peut être une manière un peu différente de travailler qui va être intéressante. Et ce qui est quand même bon à prendre. Ce qui est quand même hyper intéressant. Parce que dans le cadre d'un entraînement intense où tout est bon à prendre, tout est bon à une amélioration de la récup. Mais j'ai encore mieux. J'ai encore mieux. En CrossFit, donc là, c'est avec les étudiants dont je te parlais, on s'est intéressé au transfert intertâches. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit, OK, est-ce que tu pourrais pas t'entraîner physiquement sur une tâche, faire mentalement une autre tâche et essayer de voir dans quelle mesure ça te permet de gagner sur les deux. Parce que très souvent, ce qu'on fait en imagerie, dans le travail technique, c'est proche de la réalité, donc ça marche très bien, mais pour ce que tu as travaillé, ça s'étend pas forcément au reste. Donc là, on s'est dit, OK, on va prendre des crossfitters de bon niveau, donc déjà, on va dire un niveau de force plus qu'acceptable. On les entraîne au back squat, enfin on les évalue au back squat, au deadlift. Donc niveau de performance, on les a mis sur un 5 RM pour que l'entraînement derrière soit pas sur du 1 RM systématique. Et on les évalue donc en force, on regarde la force max et on regarde sur le 5 RM donc, et la puissance musculaire. Et derrière, on les entraîne tous physiquement au back squat, 3 fois par semaine, sur des séries en cluster, enfin sur un entraînement qui était bien codifié. Et on a un groupe qui joue avec son téléphone, de nouveau, après le back squat, un groupe qui s'imagine ce qu'il vient de faire, donc il fait du back squat, derrière il s'imagine la performance en squat, et un groupe qui s'imagine le deadlift, donc qui imagine une autre tâche qui sollicite le même groupe musculaire mais de manière un peu différente. Et derrière, ce qu'on observe, c'est quoi ? C'est que les deux groupes qui ont fait de l'imagerie progressent en back squat, mais le groupe qui a fait du deadlift progresse aussi plus que les autres en deadlift. En plus d'avoir progressé au back squat. C'est ça. Et là, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça veut dire, en fait, tu peux avoir un petit gain de temps en disant, OK, je m'entraîne physiquement sur un mouvement, et le fait de faire de l'imagerie d'un autre mouvement, plutôt que de vouloir renforcer le même mouvement dont on sait que les effets sont un peu nuancés, va peut-être me permettre aussi de progresser sur un autre mouvement, même si je ne m'entraîne pas physiquement dessus. Et là, je trouve que ça prend ça ouvre des perspectives un peu séduisantes quand même, en se disant, putain, là, je peux gagner du temps. Là, c'est, on s'entend bien, on ne va pas gagner démesuré, mais je crois que de mémoire, il gagnait environ, ce qui est chez des crossfitters de bon niveau assez fort, c'était 7 à 8% quand même. Sur le 5 RM. Ouais. C'est monstrueux. Je crois qu'ils avaient travaillé pendant 5 semaines de mémoire dans cette étude-là. Donc ouais, non, c'est assez dingue. Et surtout quand on sait que l'alternative, c'était rester sur son téléphone pendant un temps de récup, ça. Et là, c'est hyper intéressant. Et derrière, par extension, tu peux prévoir plein d'entraînements. Je travaillais avec une rameuse qui préparait les JO, et on avait essayé ce travail-là, mais dans son entraînement en musculation, c'était un peu plus compliqué parce que c'était de l'endurance musculaire, il y a peu de récup, etc. Donc finalement, le peu de temps qu'elle avait, elle n'arrivait pas à se projeter sur un autre mouvement. Mais par contre, en fin d'entraînement, tu vois, même en ajustant un petit peu ce truc-là, fin d'entraînement, hop, tu prends juste un petit temps pour essayer de faire, même si c'est symbolique, un transfert de la puissance développée, du travail développé et du travail musculaire effectué, des gains musculaires que tu as eu même en termes de ressenti dans la séance, et hop, tu les transfères sur des mouvements un peu plus proches de son activité, sur de l'explosivité, en bateau. Et ça, c'est le kiff, quoi. Le kiff à faire est super intéressant. Alors, c'est dur d'objectiver derrière l'efficacité en situation réelle, mais il y a vraiment des gains qui sont intéressants et à mon sens, qui valent le coup d'être exploré, quoi. C'est vrai que là, c'est séduisant. Ouais, là, ce que tu nous as dit, ça donne vraiment envie d'aller regarder un petit peu et de tester. Ouais. Et c'était à la portée des crossfitters, du coup, ça demandait beaucoup d'entraînement, ce travail d'imagerie, ou non, on a fait une petite familiarisation.
d'une séance où voilà, on s'est assuré qu'ils étaient capables d'imaginer correctement. Il y a beaucoup d'imagerie kinesthésique ou à base proprioceptive dans ce qu'on leur demandait de faire. Et derrière, après, ils sont partis sur le protocole, ils y arrivaient tous. Et tu trouves que leur expérience en tant que crossfitter dans le CrossFit était un avantage justement pour que cette imagerie soit plus précise et plus intéressante? Alors, ça peut jouer, c'est pas tout le temps le cas, mais oui, là, je pense que pour le coup, il y avait vraiment une très bonne maîtrise du mouvement. On avait l'avantage d'avoir une population qui savait exactement ce qu'elle faisait, qui maîtrisait son geste, qui avait des très très bons repères en termes de performance. Alors, les gains qu'on a observés sont surprenants quand même, parce que dans le back squat, on est jusqu'à 12% de gains. Mais ça s'explique aussi parce qu'on a fait un tout petit déconditionnement musculaire 15 jours avant l'expérience pour être sûr qu'il n'y ait pas de perturbation. Et donc, du coup, ils ont rétabli ou compensé un petit peu le déficit qu'on avait fait initialement. Et ça explique certainement le fait qu'il y ait eu 12% de gains. Parce que 12%, c'est quand même énorme. Ouais. Surtout sur un temps réduit comme ça. Mais non, je pense que c'était un avantage. Bon, on a fait d'autres trucs avec eux. On s'est amusé à regarder, par exemple, de faire de l'imagerie pendant le mouvement. Donc ça, on l'a pas encore sorti l'article, mais on leur a demandé de faire du back squat et on a dit tiens, on va faire un groupe qui va faire de l'imagerie pendant qu'ils sont en train de le faire. Et on va distinguer, il y a un groupe qui va faire s'imaginer que la phase excentrique par exemple, puis un autre que la phase concentrique. Et on a regardé dans quelle mesure le fait de faire ça pouvait contribuer, et dans les deux cas, le fait de faire de l'imagerie plutôt que rien a permis de développer plus de force et plus de puissance. Et ce qui est paradoxal, là, c'était assez drôle, c'est que le meilleur combo, c'était de faire de l'imagerie excentrique pendant la phase excentrique. Par contre, ils ont détesté faire ça. Ils ont trouvé ça horrible. C'était gore. Ils nous ont dit, mais c'est dégueulasse, c'est horrible. J'ai pas envie de faire ça pendant le mouvement, pendant cette phase-là. Là, tu m'obliges à imaginer ils ont vraiment pas aimé. Donc, après, ça t'en tient goût. Pour le coup, tu vois, c'est le scientifique, il arrive, il dit, non, regarde, c'est cette terminaison-là qui est la meilleure. Moi, je déteste la faire. Ok, peut-être que dans le compromis, c'est pas celle qu'on fera, parce que l'autre permet aussi de progresser. Mais voilà, on s'amuse un petit peu à tester des trucs de ce type-là, et c'est une bonne population pour ça. Mais pourquoi ils détestaient? Parce que ils se concentraient limite plus sur la douleur, le fait de... Alors je pense qu'en fait, ça les obligeait à porter leur attention sur quelque chose qui, dans une phase qui était déjà pas très agréable. Ouais. Donc il y a un partage attentionnel, il y a un focus qui est pas exactement le même, et il y a un peu cet effet tunnel. Ça les obligeait en fait à faire ça, et ils le vivaient un peu comme une contrainte. Et donc en termes de ressenti, en termes de confort, ils ont détesté. Autant la phase concentrique, ça leur posait aucun problème. Autant la phase excentrique, ils ont vraiment pas aimé. Je peux les comprendre. C'est pas toujours le plus agréable, surtout sur du squat. Il y en a certains qui ont dit ça, c'est plus jamais. Ça, tu nous refais pas faire. C'est pas possible. Mais alors, petit aparté, tu as déjà entendu le terme connexion cerveau-muscle, je mets des gros guillemets. Ouais. Est-ce que ça a quelque chose à voir ou c'est vraiment... Ouais, je le range là-dedans. D'ailleurs, je crois que dans le titre de l'article, on a mis la connexion cerveau-muscle, un truc qui s'en rapproche. C'est ça à quoi ça m'a fait penser. On a parlé du mind-body connection, je crois. On est complètement là-dedans. Mais oui, on est là-dessus. Et c'est vrai qu'il n'y a pas tellement d'études sur le plan scientifique là-dessus. Il y en a quelques-unes qui sont en plus contradictoires. Parce qu'on a vu, on a creusé un peu, on a trouvé des études qui montraient, alors c'était pas en imagerie, c'était en focus attentionnel, mais c'est très proche, que le fait de porter son attention sur le muscle concerné lors de la contraction, tu as certaines études qui vont montrer que c'est plus intéressant et que le rendement musculaire il est plus élevé. Puis tu en as d'autres qui vont montrer que c'est moins intéressant que d'avoir un focus plus externe sur la finalité du geste. Donc voilà, c'est variable, ça dépend aussi du profil de personne, du niveau. Mais oui, on est complètement là-dedans. Donc oui, ça fait sens pour moi, cette connexion cerveau-muscle. Ouais. Et pour préciser, focus interne, c'est que tu te concentrerais sur la contraction musculaire. Focus externe, tu te concentres sur la barre qui bouge, par exemple. C'est ça. Ouais, plus sur la trajectoire et sur la réussite du mouvement. Et le focus interne, c'est plutôt centré sur toi, sur ce que tu dois faire pour réussir. Donc effectivement, plus le travail musculaire et la vision un peu plus incarnée ou embarquée, quoi. Et tu sais, en bon pratiquant de musculation bien élevé, la connexion cerveau-muscle, c'est quelque chose que j'ai toujours vu et entendu dans des articles, dans les vestiaires à la salle de sport, etc. Mais beaucoup plus dans les vestiaires, même d'ailleurs, dans les consignes de terrain. Mais c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il y a plein de trucs qu'on fait intuitivement, mais qui sont bien en réalité, parce que on est pertinent finalement quand on est en situation réelle, on est confronté à la difficulté, on va trouver la plupart du temps les choses qui nous paraissent les plus pertinentes, et on a quand même un peu cette lucidité ou cette clairvoyance de choisir les bonnes, enfin pas toujours, mais là pour le coup oui, il y a quand même beaucoup de choses et je dirais même dans ce domaine-là, il y a, mes copains scientifiques vont pas être contents, mais il y a plein de choses que la science va démontrer et que les praticiens vont dire mais ça on le connaît depuis des années en fait. Moi quand je me souviens, je crois que c'était un commentaire sur mon premier bouquin, c'était mon premier hater ça, qui disait mais les trucs là, mais ça fait des années qu'on le connaît, on peut les résumer en 2 minutes. Mais il y a une part de vrai en fait là-dessus, c'est-à-dire qu'on est en train d'objectiver à travers des mesures scientifiques, des protocoles rigoureux, reproductibles, où on contrôle un peu toutes les variables sauf celles qu'on veut faire varier justement. Bah oui, quelque part, c'est pas qu'on enfonce des portes ouvertes, c'est qu'on vient apporter de la connaissance, une objectivation, avec la rigueur scientifique,
à quelque chose qui sur le terrain est déjà complètement développé et connu d'une certaine manière. Et puis il y en a d'autres où on vient un peu challenger ou contredire, donc c'est intéressant. Mais ouais, non, il y a plein de choses sur le terrain. Oui, je pense qu'on n'a pas attendu les années 2000 ou 2020 pour parler de la connexion cerveau-muscle. Je sais plus où j'ai lu ça, je sais plus qui est-ce qui l'a dit, mais je trouvais ça intéressant. Il disait l'expérience précède la science. Ouais. Parce que si tu veux, de toute façon, la science s'inspire de complètement. de ce qui a été expérimenté sur Ouais. Terre. On est typiquement dans les liaisons théorie-pratique. Et à l'inverse, si tu développes des connaissances avec la science, mais qu'à un moment donné, tu passes pas dans l'opérationnel, ça reste des connaissances, donc ça sert à rien. Enfin, si, ça alimente pour plus de connaissances, mais il faut que ça devienne des compétences. Donc, faut passer dans l'opérationnel et il faut expérimenter derrière. Il faut vivre le truc. Et dans les formations, on discutait un peu en aparté tout à l'heure, mais c'est un des éléments qu'on pourrait reprocher à certaines formations trop théoriques, justement. Alors que le vivre la chose, même parfois les choses les plus simples, s'il y a une prise de conscience qui est immédiate et qui vient complètement renforcer et objectiver ce que la théorie défend. Mais si tu en restes à la théorie, parfois, c'est de la connaissance. Ouais. Ça reste de la connaissance. Ouais, les deux vont ensemble de toute façon et ça ne sera pas prêt de changer. Tu as parlé de la souplesse aussi, en Ouais. plus de la force. Ouais, exact. Alors, on connaît un peu moins les effets, mais alors tiens, c'est un super exemple. Là, pour le coup, ça fait peut-être 20, 30, 40, peut-être même 50 ans qu'on entend les acteurs de terrain dire ah mais moi, quand j'imagine, je sais que j'ai le sentiment de gagner en souplesse. Et alors, ça a été beaucoup moins illustré dans la littérature, on l'a observé. Et tiens, ça me fait rebondir sur un truc qu'on disait tout au début. C'est bien parce que je vais contredire ce que j'ai dit au début dans cet exemple précis. Mais ouais, ça a été mis en évidence que l'imagerie pouvait permettre un gain de souplesse. Alors la plupart du temps, c'est de la souplesse passive. Il y a quelques résultats en souplesse active, mais la plupart du temps, c'est plutôt sur les assouplissements et gains d'amplitude articulaire qu'on va maintenir. Et c'est pas aussi binaire que ça. Il y a des résultats qui montrent que parfois ça marche, parfois ça marche pas. Il y a deux grandes explications possibles, mais c'est moins clair que pour les facteurs nerveux de développement de la force. La première explication, c'est que en fait, c'est juste ça te met dans un état ou dans une situation qui te fait mieux bénéficier de l'étirement. Donc ça te cale sur ta respiration, ça te permet de te détendre. Donc des effets que je pourrais qualifier, j'aime pas trop ce terme, mais psychologiques plutôt, qui te font que tu vas mieux bénéficier du travail d'assouplissement. Et puis il y aurait quand même des effets physiologiques qui pourraient s'expliquer par des modifications au niveau articulaire. Alors il y a la lubrification de l'articulation, il y a le glissement des filaments de titine. Je suis pas expert, mais ça ferait partie des processus qu'on peut observer dans le gain de souplesse. Tu aurais une diminution de l'activité du seuil d'excitabilité des motoneurones, donc tu repousserais un petit peu cette résistance à l'étirement. Voilà. Il pourrait y avoir des phénomènes de ce type-là. Ce qui est assez intéressant dans la souplesse, c'est que c'est un contre-exemple de ce que je disais au début. C'est pas le seul, j'en ai deux à l'esprit, mais c'est un des contre-exemples où, pour une fois, on s'autorise à faire un petit peu d'imaginaire. Alors qu'en théorie, on est sur un truc où on n'est pas dans l'approximation. Mais là, il semblerait que la meilleure combinaison pour travailler, c'est de faire de l'imagerie pendant l'étirement, parce que pour le coup, c'est quelque chose qui est maintenu de manière passive, pour pas donner d'à-coup. Donc, on fait l'imagerie pendant l'étirement, et ce serait plus intéressant de s'imaginer aller plus loin que ce qu'on est capable de faire. Donc, de pousser un petit peu les capacités actuelles du corps en gagnant un petit peu d'amplitude. Et c'est ça qui contribuerait, en termes de résultats, à gagner un petit peu plus de souplesse. C'est intéressant. Ouais, et ça, j'ai envie de dire, il y a des gens sur le terrain qui vont même pas avoir besoin de la science pour dire mais moi je le sais déjà, ça je le fais déjà. Et la science commence juste à le démontrer en fait ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Je suis sûr que si tu demandes à 10 pratiquants qui font des cours de souplesse, on dirait mais ok, mais Exactement. C'est exactement ce que je fais mentalement. Et au même titre pour la souplesse, parce que ça c'est je pense que maintenant c'est assez bien connu, mais les gens qui font de la souplesse vont te dire mais oui, moi ça fait 20 ans que je sais qu'il faut pas mettre d'à-coup. Alors ils savent pas toujours pourquoi il faut pas mettre d'à-coup, mais ils le font pas. Et la science commence à venir, ça fait un moment qu'elle l'a expliqué, mais à expliquer pourquoi ne pas mettre d'à-coup alors que quand tu mets des à-coups, gagne en amplitude articulaire aussi. Mais voilà, tu déclenches des processus de résistance à l'étirement qui vont à l'encontre avec tous les réflexes myotatique que tu déclenches. Voilà, donc il y a plein d'explications relativement simples, mais les praticiens vont te dire mais oui, mais ça, c'est évident, je le sais, quoi. J'ai pas besoin que tu me le démontres par un protocole alambiqué hyper complexe et je le sais. Donc voilà, il y a des choses intuitives dans la pratique qui sont globalement bien faites quand même. Et de parler de souplesse, ça me fait penser aussi à la douleur. Quel est le rapport ou les implications de l'imagerie par rapport à la gestion de la douleur? Ouais. On va repartir sur 1 heure supplémentaire. Alors ça marche bien, ça marche très très bien sur la douleur. Déjà pour resituer, pour cadrer, ça marche très bien sur la douleur aiguë. Douleur neuropathique, douleur chronique, c'est beaucoup plus complexe.
À la fois parce que l'origine de la douleur, elle est moins bien connue, et puis parce que les processus, voilà, on les connaît un petit peu moins, et l'effet de l'imagerie, il est moins marqué. Par contre, sur la douleur aiguë, ça marche bien. Alors, tu as le cas de la douleur type blessure, patient, voilà, je perçois une douleur suite à une lésion, un traumatisme, et puis tu as le cas d'une douleur à l'effort. Donc on peut prendre les deux exemples. Dans le cas d'une douleur qui est liée à un traumatisme ou une lésion, ça marche très bien. Et là, j'ai envie de dire, la stratégie, c'est de la stratégie mentale. C'est clairement des petits exercices qui vont nous permettre d'occuper l'attention. Donc on va réorienter l'attention, on va saturer l'attention. Et ça a un effet hyper efficace sur l'atténuation de l'inconfort qui est lié à la douleur. Si tu veux que je donne un petit truc là-dessus, là, pour ceux ou celles qui seraient intéressés, qui est très très simple à faire. D'ailleurs, il y a un questionnaire qui s'appelle le questionnaire Saint-Antoine qu'on trouve trouvé sur Internet. Une des stratégies qu'on peut mettre en place, qui marche vraiment bien, c'est d'identifier toutes les caractéristiques de la douleur. Et là, le questionnaire il peut être utile pour ça. C'est-à-dire, toi, tu as une douleur, ok, comment tu la définis? Quelles sont ses caractéristiques? Est-ce que ça pince? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que ça serre comme dans un étau? Est-ce que c'est un coup de poignard? Est-ce que c'est diffus? Est-ce que c'est lancinant? Voilà, quelles sont toutes les sensations que tu perçois? Et ça permet vraiment de définir tous les éléments qui caractérisent l'interprétation que tu as des sensations douloureuses. Et derrière, la stratégie mentalement, avec un petit exercice d'accompagnement qu'on va faire, c'est je vais orienter toute ton attention sur la moins désagréable de ces sensations-là. Okay. Et en faisant ça, j'ai une sorte d'effet tunnel qui fait que je sursis un petit peu le reste, je sature l'attention avec ça derrière, j'ai moins d'inconfort parce qu'en fait, il y a ça qui prend le dessus par rapport au reste. Et dans un deuxième temps, je vais atténuer cet effet-là parce que l'idée, c'est pas non plus de l'accentuer. Ça marche d'enfer. Après, il y en a d'autres, des stratégies, mais c'est une des stratégies qui marche bien sur la douleur. Donc ça marche bien. Et l'idée qu'on fait avec ça, c'est, moi, je vais te faire 2-3 scripts, par exemple, je vais te les donner, je vais identifier ceux auxquels tu es sensible et avec qui ça marche bien, on va les individualiser, et puis derrière, tu vas partir avec. Et je vais te dire, maintenant, tu les testes. Quand tu as mal, quand tu n'as pas mal, quand tu as très mal, avant les médicaments, après les médicaments, tu essayes d'apprivoiser à quel moment tu arrives à maîtriser les symptômes et à atténuer la douleur. Ça marche super bien. Et par extension, ça va marcher aussi chez les sportifs où tu es sur de la douleur à l'effort. Donc plutôt des activités de très longue durée, c'est là qu'on va le plus facilement l'illustrer. Ça pourrait être intéressant de regarder aussi sur des activités très intenses mais plus courtes. On n'a pas forcément le temps de mettre en place ces processus-là. Mais qu'est-ce que tu appelles douleur à l'effort? Douleur à l'effort, ça va être qu'en fait, à un moment donné, tu puises tellement dans tes réserves, donc fatigue perçue, douleur physique que tu perçois à la contraction musculaire par exemple, qu'à un moment donné, très souvent, quand tu décides d'arrêter, c'est le cerveau qui décide d'arrêter. Mais physiologiquement, tu as encore une certaine réserve. Et en fait, tu peux pousser un petit peu cette réserve-là. Et là, tu vas partir pareil dans des stratégies qui vont être de repousser le seuil de douleur, de repousser la tolérance à l'effort, ou d'améliorer la tolérance à l'effort, de diminuer le seuil de fatigue perçu. Et ça, tu arrives à le faire par des petites stratégies, des petits exercices. Pareil, c'est souvent de la réorientation de l'attention ou de la saturation de l'attention. Mais c'est une stratégie mentale qui va te permettre en fait d'aller chercher un petit peu plus loin. Et ça marche bien. C'est pas très difficile à mettre en place et ça marche bien. Concrètement, comment ça pourrait se réaliser? Je vais te donner un petit exemple. Hier, je suis allé faire un footing, j'ai couru 15 km. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas couru 15 km. À partir du 10e kilomètre, j'ai l'impression que tout le bas de mon corps il est en train de lâcher. J'ai vraiment littéralement mal partout. Comment je peux arriver à faire diverger un petit peu mon esprit de cette douleur-là? Tu as deux stratégies principales comme ça qui peuvent émerger. Et après, il va falloir trouver laquelle et creuser pour savoir laquelle va être intéressante. Déjà, là, tu prends le cas de figure où tu n'as pas pu te préparer. Parce que tu peux aussi faire un travail de préparation. Ou de conditionnement par rapport à ce qui va arriver, donc atténuer en termes de représentation, de croyances, etc. Mais mettons que tu n'as pas eu le temps de faire ce travail-là, tu te retrouves en situation, en temps réel, pour moi, tu as deux stratégies qui vont se développer, et après je ferai le parallèle en muscu parce qu'on va avoir la même logique, c'est, t'en as qui vont se dire, ok, là je suis je suis dans le dur, donc j'ai des sensations douloureuses, j'ai le cerveau qui me dit que j'en ai marre, j'ai la fatigue, etc. Donc ma première solution, c'est de complètement switcher sur autre chose. Donc, occuper l'attention à faire autre chose, ça permet de donner moins d'attention à ce que je suis en train de penser, à ce système de pensée, de croyance qui s'installe. Donc, on va occuper l'attention, tu vas imaginer autre chose, et tu pourrais imaginer quelque chose de complètement différent. C'est de la diversion, en quelque sorte, où tu orientes l'attention. Qui n'est pas forcément lié à l'effort physique. Qui n'est pas forcément lié à l'effort physique, ou qui pourrait être lié à l'effort, en mode, je vais me convaincre, en quelque sorte, je vais m'imaginer, je vais me projeter, je vais alimenter par des images, des sensations, des sons, etc., que c'est facile. Et que finalement, je me sens léger, j'ai pas mal, etc. On s'approche presque de l'autoconviction, là, mais on est un peu à la frontière. Ça, c'est une première stratégie. Puis tu as une deuxième stratégie qui va être opposée et qui va dire, ok, je pourrais faire ça,
mais en fait non, je sais très bien que c'est pas réaliste et j'arriverai pas à me défaire de ces effets-là. Je suis dans l'adversité, je suis dans le dur, donc je vais avoir besoin de rester dans le dur, je vais avoir besoin de sentir que j'en chie. Mais par contre, je vais trouver les solutions pour surpasser ça, surmonter ça. Et là, ça devient une forme de détermination, de combativité, pour être capable de prendre le dessus et occuper l'attention, en quelque sorte, pour trouver des solutions qui permettent d'aller un petit peu plus loin. Ok, c'est parfait. Et en fait, tu pourrais avoir ces deux directions, et après, tu vas pouvoir décliner et gratter. Et en muscu, c'est pareil. En muscu, moi, ça me fait toujours rire la manière dont tu te conditionnes sur un nombre de reps. Et alors, c'est pas toujours vrai quand tu connais vraiment bien tes capacités. Mais quand tu travailles avec énormément de personnes, tu pars sur 10 reps, la 10e est toujours dure. Ok, tu pars sur 12, c'est la 12e qui est dure. Donc en fait, déjà, le conditionnement de départ, c'est pas forcément le même. Et après, quand tu te retrouves en situation, tu peux avoir les mêmes stratégies. Alors, tu as moins de temps. C'est moins facile sur ce type d'effort-là. Mais t'en as qui vont dire, moi, j'ai besoin d'imaginer que la barre, elle passe facilement, que voilà, c'est facile, etc. C'est pas réaliste, c'est vrai. Mais tu as une sorte de conditionnement de réussite, tu te convaincs que ça va fonctionner, tu simplifies et tu repousses l'effort, en fait. Voilà, tu te mets pas dans la contrainte. Puis t'en as d'autres qui vont dire, non, ça, c'est pas vrai. Je sais que la barre, elle montera pas à plus de 0,3 mètres par seconde. Je sais que je vais en chier, que ça va être terrible. Et je sais que ça va monter tout doucement, mais que je vais y arriver. Et qu'ils vont avoir besoin d'imaginer ça, mais qu'ils vont l'imaginer réussir. Et qu'ils vont essayer de trouver une manière de surmonter ou de surpasser la difficulté dans la difficulté. Voilà. C'est deux stratégies qui sont différentes, mais qui ont pour objectif d'arriver au même but. Et qui permettent d'éviter de tomber dans le cercle vicieux de j'ai mal, j'ai envie d'arrêter, et tout ça prend de plus en plus de place jusqu'au moment où en fait on peut plus résister, quoi. Ouais. Alors avec une prudence quand même, parce que cette marge de réserve qu'on a, elle n'est pas infinie. Donc forcément, à un moment donné, comment faire la différence aussi, parce que la douleur, c'est une perception, c'est une interprétation de sensation. Donc à quel moment l'interprétation, c'est juste j'en ai marre, j'ai pas envie de pousser, d'aller dans cette contrainte-là, ou à quel moment il y a une altération, une blessure qui commence à apparaître. C'est pas évident de faire la part des choses. Donc il faut qu'il y ait de la prudence, mais tu peux jouer sur cette fenêtre un peu glissante. C'est fou ce qu'il est possible de faire. Ah, il y a un paquet de trucs. Ah ouais, il y a un paquet de trucs. En fait, cette discussion, elle me fait imaginer mon run de demain matin, tu vois, et ma séance de musculation d'après-demain, même de ce soir, en me disant effectivement, c'est peut-être des choses que je peux tester et essayer d'expérimenter pour m'améliorer. Parce qu'il y a évidemment une marge de progression. Oui, mais qui est rapide, c'est ça qui est vachement intéressant. C'est pas une pratique qui est difficile en soi. C'est vraiment parce qu'on le fait tous, encore une fois. Donc on arrive à construire des représentations mentales. Alors forcément, ça se fait sur les modalités sensorielles. On n'a pas toujours tous les mêmes compétences, donc ça se développe. Et quand on a du mal, il y a plein d'exercices. On tombe dans ce que j'appelais les fondamentaux tout à l'heure. Il y a plein d'exercices qui vont permettre de s'éduquer à ça. Mais les progrès sont quand même rapides. Ils sont quand même rapides. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on n'a jamais fait, soit on a de la chance parce qu'au départ, il a déjà de bonnes capacités et ça va très vite. Soit il faut le familiariser et développer un peu ces capacités-là. Mais très rapidement, on peut commencer sur un programme de travail dans lequel on va aller cibler des objectifs et mettre en place un travail avec un objectif derrière. Parce qu'au départ, les fondamentaux, le seul objectif, c'est de développer ses capacités. Mais franchement, ça va vite. Ça. Tu sais, de parler de course à pied, ça m'a fait penser à quelque chose. Ça m'a fait penser à, peut-être un terme que tu connais, l'état de flow. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais définir? Parce qu'on a l'impression que l'état de flow, c'est un état où on ne sentirait plus rien. Je vais le définir avec ma définition. Peut-être que ce n'est pas du tout la bonne. Un état où on ne sentirait plus rien et on serait presque déconnecté ou alors hyper connecté à ce que son corps pourrait ressentir. Mais c'est génial que tu dises les deux termes, parce que c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux en même temps. Ouais. Donc non, tu le définis plutôt relativement bien. C'est un état, finalement, on appelle ça l'état de grâce, où on a l'impression vraiment de sortir de son corps et d'être dans... Tout à fait. De prendre toujours la bonne décision, de toujours avoir un temps d'avance. Les gens qui vivent le flow, d'ailleurs, c'est pas réservé qu'aux sportifs de haut niveau, il y a plein de monde qui vit le flow dans plein d'activités, et ils rapportent très très souvent le fait qu'ils ont l'impression que tout va au ralenti. Parce qu'en fait, ils ont toujours un temps d'avance. Et ce qui est génial, je trouve, dans le flow, mais ce qui complexifie son étude ou sa compréhension, c'est qu'à la seconde où tu prends conscience que tu es dans le flow, t'en sors. Ça disparaît. Ouais. Et on rejoint un truc qui est pourtant bien connu, mais que les entraîneurs oublient un peu trop souvent, c'est dès que tu remets du mental, c'est terminé. Donc, au moment où tu fais ta performance, c'est l'automatisme qui parle. Il faut que tu sois sur un pilote automatique. C'est ça qui pourra, en partie, t'accompagner, te permettre d'être dans le flow. Si tu es dans la mentalisation, donc dans la technique, donc dans le fait de décortiquer, c'est mort. La barre, tu la prends sur la tronche. Donc le flow, c'est vraiment particulier. Et c'est une sorte d'état de grâce où tu es un peu, alors, à la fois déconnecté parce que tu as l'impression d'être extérieur à ce qui se passe et en même temps hyper connecté parce que tu fais tous les bons choix, tu es impliqué, tu es physiquement hyper présent et tu es pleinement dans la situation. Et il y a une sorte d'interaction dans ce flow, c'est-à-dire que ça nécessite un certain niveau de stress en réalité,
Je ne vais pas rentrer dans le stress positif, stress négatif, mais il y a un enjeu, il y a un challenge. Il y a de la présence extrême, aussi bien physiquement que mentalement, mais mentalement sans que ce soit une présence de contrôle, c'est vraiment justement tout roule parfaitement. Et puis il y a un niveau de performance, il y a plusieurs caractéristiques comme ça qui vont faire que tu vas rentrer dans cet état de flow. Il n'est pas très long généralement cet état de flow-là. Et derrière, ce qui est difficile, il y a deux choses qui sont difficiles. C'est d'être capable de le revivre. Parce que quand tu l'as vécu une fois, t'es tellement bien que t'en veux y retourner. T'as kiffé. Hein. Et donc l'idée, c'est de t'éduquer en fait à le revivre. Alors là, l'imagerie, elle peut essayer de contribuer à ça, parce que l'idée, c'est de te préparer au mieux, de te rapprocher de cet état-là. Mais cet état, tu viens pas sur commande. Donc cet état-là, c'est de faire en sorte que une fois que tu es en situation réelle, tu puisses à un moment donné retrouver cet état. Quand tu l'as vécu, tu as des petits trucs comme ça que tu arrives on va dire, à appréhender ou à maîtriser, qui peuvent t'aider en fait à y retourner un peu plus facilement. Par contre, l'étudier, c'est super chaud. Alors ouais, il y a des questionnaires qui permettent d'évaluer l'état du flow, mais ça reste subjectif. Il y a des accompagnements avec des états modifiés de conscience qui te permettent de rentrer dans le flow. Mais pour moi, c'est pas le même flow que celui que tu vis en situation réelle. Ouais. Parce que si je t'accompagne dans un état de flow pour étudier, même pour caractériser ce que fait ton cerveau, ok, t'es dans un état où t'es à la fois déconnecté et hyper connecté, déjà il n'y a pas de stress dans ces moments-là, donc tu sors un peu de la situation réelle, il n'y a pas d'enjeu, et puis surtout, tu n'as pas de présence physique extrême. Et dans ces accompagnements-là, avec ces outils-là, très souvent, tu as même une distorsion temporelle et tu es complètement déconnecté, relâché, ce qui est l'inverse de ce que tu vis en situation réelle de flow. Donc je trouve qu'il n'y a pas vraiment de moyen d'étudier ce qui est exactement le flow tel que tu le vis quand tu es en situation réelle. Et ça veut dire que c'est hors de l'imagerie, en fin de compte. C'est hors de l'imagerie, et certainement qu'il n'y a pas que ça, parce que l'imagerie, il ne faut pas oublier que c'est stratégique, c'est conscient, c'est mental. Dans le flow, tu ne mets pas le mental à ce moment-là en plus. Donc de ce point de vue-là, il y a un décalage. Ce que je pense, c'est que l'imagerie, et en particulier l'imagerie de confiance, vraiment orientée sur l'individu, peut éventuellement t'aider à apprivoiser ou à approcher des états dans lesquels tu pourras éventuellement peut-être un peu plus facilement ou mieux revivre le flow. Ouais, ça augmente nos chances, mais en aucun cas, c'est vraiment impliqué directement dans... Et je pense pas que le flow, tu puisses le commander, je pense pas que tu puisses avoir le bouton. Ouais. C'est pas un ancrage, le flow. Hein. Tu peux pas dire, tiens, j'ai envie de rentrer dans le flow, j'en ai bien, ce serait bien maintenant. Mais ouais, non. C'est dommage. Un peu plus tôt, tu as parlé de méditation, hypnose, imagerie. Il y a un rapport avec tout ça? Enfin, l'imagerie, elle est impliquée dans la méditation, dans l'hypnose et dans ce genre de pratique? Ouais, c'est pour ça que j'ai été transversal au début. Alors, je vais mettre la méditation de pleine conscience de côté. J'y reviens après, c'est un peu particulier. Mais quand tu vas méditer, quand tu vas faire de la relaxation, quand tu vas faire de l'hypnose, en fait, tu vas avoir des représentations mentales de situations réelles, de situations qui sont pas des situations motrices. Enfin, voilà. Et à partir du moment où tu fais une évocation mentale, quelle que soit la modalité sensorielle, c'est une forme d'imagerie. Donc finalement, il y a une base commune au travail par imagerie, au travail en hypnose. Après, tu as des accompagnements qui sont différents. L'imagerie, tu n'as pas besoin de rentrer dans un état de conscience modifié. Tu n'as pas besoin de baisser l'éveil physiologique nécessairement. Parfois, tu vas le baisser quand tu vas travailler sur l'anxiété ou la confiance. Parfois, il ne faut surtout pas le baisser et il ne faut surtout pas faire ça quand tu travailles sur la technique. Donc voilà, tu ne vas pas forcément l'accompagner. Donc tu auras d'autres choses dans ces approches-là que tu n'auras pas forcément en imagerie. Et parfois, les deux vont très bien se marier. Parfois, il faudra éviter de les travailler simultanément. Donc, c'est complémentaire pour moi. C'est soit deux moyens différents d'arriver au même but, soit deux moyens qui vont se marier plus ou moins efficacement en fonction des conditions, du contexte et de l'objectif dans lequel on veut travailler. Est-ce que ça veut dire que la méditation, c'est un peu un mot fourre-tout où on va ranger l'imagerie? Alors, je pense qu'on l'utilise beaucoup comme un mot fourre-tout, et surtout que c'est tellement vaste qu'en fait, on peut inclure dedans. Je trouve que méditation et relaxation, c'est les deux mots les plus fourre-tout, entre guillemets. Ouais. Pourtant, ça renvoie des choses bien précises. Mais on va dire, je vais méditer. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire méditer et qu'est-ce que tu mets dans la méditation? Et si on parle de la méditation de pleine conscience, c'est encore différent, puisque c'est pas du tout la même chose que la méditation profonde qu'on va avoir et qui est peut-être un peu plus ancienne et je dirais plus connue, même malgré tout. Et pour le coup, la méditation de pleine conscience, j'aime bien parce que ça a plein d'avantages et de bénéfices qu'il faut surtout pas attendre, parce que sinon t'es pas en pleine conscience, hein, donc c'est dur de travailler en pleine conscience. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est conceptuellement l'opposé de l'imagerie. Puisque dans la méditation de pleine conscience, il faut que tu sois connecté à l'instant présent, il faut que tu ne juges absolument pas ce que tu es en train de vivre, mais en même temps que tu ne le limites pas, parce que si tu joues contre, tu es en train d'alimenter la chose. Donc en fait, tu laisses rentrer dans le champ de la conscience et repartir, mais tu n'alimentes pas ni dans le positif ni dans le négatif. Donc tu es juste connecté, tu es très observateur de ce que tu es en train de vivre, que ce soit agréable ou pas agréable. Et par définition, tu n'as pas d'attente. Si tu crées une attente,
t'es plus en méditation de pleine conscience, t'es en stratégie. Donc du coup, c'est pas si évident que ça de rentrer en pleine conscience. Mais c'est l'objectif. Or, l'imagerie, c'est l'inverse. Ouais. Si tu prends l'exemple de la douleur tout à l'heure, c'est on met en place une stratégie bien calée et on va tout faire justement pour orienter l'attention. Donc si tu travailles sur la douleur, bah, tu vas faire exactement l'opposé en pleine conscience et en imagerie. Et pourtant, les deux sont potentiellement intéressants. Peut-être à des moments différents, peut-être tu auras une sensibilité plus intéressante sur l'une ou sur l'autre, peut-être que les deux sont intéressantes mais pas au même moment. Voilà, pour le coup, je trouve que c'est un très bon exemple de tiens, bah là je vais faire exactement l'inverse de ce que je te préconise en imagerie, mais tu vois, ça peut marcher aussi. C'est ça que je trouve génial sur le mental. Et l'hypnose, t'es un peu familier avec ou pas du tout? Je suis formé à l'hypnose, ouais, j'utilise l'hypnose, je suis formé à l'hypnose. Alors, c'est un outil que j'aime beaucoup. C'est un outil c'est pas un outil que j'utilise tant que ça, en réalité. Mais il y a des ponts qui se sont faits avec l'imagerie? Oui. Ah oui, complètement. Actuellement, je travaille un petit peu avec l'Arche à Paris. On a un étudiant de thèse qui s'intéresse justement à l'imagerie, à l'hypnose et on va dire pour simplifier vraiment au lien entre les deux et ensuite aux répercussions physiologiques. Donc oui, il est évident qu'il y a des frontières communes entre les deux, qu'il y a des choses qui se chevauchent et qui se marient, mais qu'il y a aussi des différences. En imagerie, j'accompagne pas les personnes dans un état de conscience modifié ou dans un état d'hyperattention ou de modification de l'attention. Je peux le faire de temps en temps. Quand je travaille sur la personne, ça va très bien se marier. Quand je travaille sur la technique, pas trop. Si je travaille sur la technique, globalement, je disais tout à l'heure, pas d'approximation. Donc, il faut qu'on soit dans un état physiologique proche de celui d'activité réelle, dans une posture proche de celle de l'activité réelle. Donc déjà, je ne vais pas m'allonger pour faire de la relaxation si je m'entraîne debout. Et je ne vais certainement pas diminuer l'éveil physiologique. Et quand tu fais de l'hypnose, tu as forcément une diminution de cet éveil physiologique, tu as une distorsion temporelle, ce qui est l'opposé de ce qu'on recherche, puisqu'il faut une justesse temporelle. Ouais. Par contre, quand je travaille sur l'anxiété, c'est très bien. Donc en fait, en fonction de ce que je vais faire, ça va très très bien se complémenter. Ça va être très complémentaire ou pas. Et par contre, oui, il y a des bases communes, ça c'est clair. Et je parle d'hypnose. En parlant d'hypnose, je pense à des choses qui sont assez... c'est peut-être une question bête, hein, mais tu vois, beaucoup de personnes utilisent l'hypnose pour arrêter de fumer, pour résoudre certains problèmes qu'on pourrait avoir avec des troubles du comportement alimentaire. C'est des choses avec lesquelles l'imagerie ne pourrait pas avoir un intérêt? Pour le coup, l'imagerie pourrait être intéressante parce qu'en fait, dans l'hypnose, tu auras une part... Alors, tu as des processus inconscients qui vont tourner en arrière-plan, c'est vrai, mais tu as une part d'imagerie, de métaphore, de projection visuelle que tu pourrais utiliser. L'imagerie pourrait contribuer à ça, c'est-à-dire qu'en fait, te projeter sur ce que ce sera après, les bénéfices, les étapes, etc. Tout ça, ça pourrait contribuer à t'aider avec la volonté, avec tout ce que tu vas mettre en place pour arrêter de fumer ou pour répondre à ton objectif. Maintenant, quand on est sur des choses qui sont très ancrées de ce type-là, ou quand on va commencer à travailler sur des choses un peu plus traumatisantes que simplement le fait de ruminer, d'avoir un inconfort, etc., l'imagerie seule, elle peut à un moment donné être un peu en surface. C'est-à-dire que c'est pas assez efficace pour arriver à moduler modifier vraiment des comportements, désancrer des croyances qui sont très limitantes, etc. C'est vrai que là, ça peut se révéler un petit peu moins efficace. Moi, c'est vrai que quand j'accompagne des gens, par exemple, qui ont un blocage ou qui ont vécu un trauma, etc., la première entrée que j'ai, elle est un peu plus thérapeutique, c'est pas par l'imagerie. L'imagerie, ça va venir compléter ça va venir en surface, ça va venir sur le long terme permettre d'améliorer les choses. Sur le moment, ça peut éventuellement permettre de sortir un peu la tête de l'eau ou t'aider, mais je suis pas sûr que ça puisse contribuer véritablement à résoudre le problème. Et c'est vrai qu'on se tourne, alors soit on les envoie vers des praticiens qui sont formés, soit on utilise d'autres outils qui vont d'ordre un peu plus clinique ou thérapeutique. Bien sûr, bien sûr. Et ton travail de préparateur mental, est-ce que ça implique uniquement l'imagerie ou non, c'est vraiment global et ça nécessite de faire appel à toutes tes... Alors, ouais, c'est une connaissances. Super bonne question. Je dirais même, il faut surtout pas que ça utilise que l'imagerie. C'est-à-dire que vraiment, la prépa mentale, c'est pas une juxtaposition d'outils. L'imagerie, c'est un outil. C'est un outil, c'est une technique, c'est voilà. Au même titre que la relaxation, que la méditation de pleine conscience, que d'autres approches qu'on pourrait avoir. Il suffit pas de juxtaposer les outils, il suffit pas de se dire tiens, je vais faire un peu d'imagerie partout pour faire en sorte d'avoir une super préparation mentale. Il faut que ce soit beaucoup plus large que ça. Et en fait, une préparatrice ou un préparateur mental, il faut qu'ils aient une posture, une démarche d'accompagnement, donc un ensemble avec un cadre qui va être posé, avec une déontologie, avec une logique, une structuration, et qu'à l'intérieur de ça, ils puissent utiliser des outils, des approches au service de la trajectoire sur laquelle ils veulent travailler. Donc, les gens qui se forment à la prépa mentale, une des erreurs, et ce que je condamne sur les formations très rapides qu'on trouve de plus en plus,
et qui va. Je parle même pas du contenu, s'il est bien ou il est pas bien. C'est que c'est pas juste une juxtaposition d'outils. Et malheureusement, on tombe très vite dans cette dérive de tiens, je te forme un peu à cet outil, un peu à cet outil, un peu à cet outil. Tu verras, tu auras bien l'occasion. Si ça marche pas, tu peux essayer ça ou ça ou ça. En fait, là, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes d'appliquer ou de forcer le passage avec un outil pour te dire mais ça va forcément marcher parce que on m'a expliqué que et qu'il fallait le faire comme ça. Ouais, sauf que tu as une personne en face de toi, qu'elle vit d'une certaine manière, qu'elle le retranscrit d'une certaine manière, qu'elle a des émotions, qu'elle a une culture, et ça, si tu n'en tiens pas compte et que tu poses pas un cadre et que tu cherches pas à avoir une vue d'ensemble et un accompagnement d'ensemble, ça peut pas marcher. Donc ouais, c'est beaucoup plus large que ça en réalité. Et ceux qui veulent se former à la prépa mentale, il faut absolument qu'il y ait cette logique-là dans une sorte de chemin dans lequel tu vas mettre les outils qui seront à ta disposition et dont tu auras besoin à un moment donné ou à un autre. Surtout que pour le coup, préparateur mental, c'est un peu un terme qui a beaucoup fleuri ces dernières années. Et effectivement, on est confronté à beaucoup de... On trouve de tout. Hein. Alors en plus... Je devrais pas le dire, hein, mais c'est pas du tout. Il n'y a pas de législation là-dessus. Donc aujourd'hui, tu vas être préparateur physique, il faut que tu aies ta carte professionnelle. Tu veux entraîner, il faut que tu aies ton diplôme également. Tu veux faire de la préparation mentale, tu n'as pas besoin. Tu arrives, tu dis moi je suis préparateur mental, tu fais une plaque avec ton nom, bien doré, bien argenté selon ce que tu préfères, tu la poses et c'est bon, tu as le droit. Donc c'est pas du tout. C'est pas réglementé. Alors il y a des démarches. Qui cherchent à réglementer ça, mais ça va prendre du temps. 2, c'est pas dit que parce que c'est pas aussi simple que ça de réglementer comme ça. Bien sûr, tout un champ d'application. Et donc du coup, ça veut dire qu'on est confronté à du très bien, mais à du catastrophique aussi. Et il y a tout. Et que ce soit dans les formations qu'on trouve, ou sur les gens qui s'estiment être formés ou qui pensent être formés, ou les gens qui n'ont même pas fait l'effort de se former et qui se prétendent être préparateurs mentaux. Oui. Donc il faut faire attention à ça. De toute façon, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'autres... J'allais dire, la prépa physique, c'est très réglementé, mais non, on aura une... On n'est pas à l'abri. Panoplie qui est monstrueuse. C'est clair et net. Pour avoir peut-être des outils ultra concrets pour ceux qui écoutent ce podcast ou ceux qui regardent ce podcast, on va partir du principe que pas mal d'entre eux, je pense, font du sport et auraient envie de pouvoir appliquer ça sur leur prochaine séance de sport, crossfit ou musculation. On va prendre cet exemple-là parce que c'est ce que je fais aussi. Peut-être qu'il y aura des gens qui font ce genre de choses. Par quoi ils pourraient commencer? Il y a un truc, l'exercice que je fais quasiment quasiment tout le temps faire quand on débute, c'est de découvrir les différentes façons de se représenter mentalement un mouvement. Donc j'ai appelé ça un peu l'exercice de découverte. Ça permet d'évaluer ce qui est facile, difficile, puis ça permet de travailler un peu ce fameux ciment dont on parlait, les fondations là qui vont être solides et qui vont te permettre de facilement faire des protocoles par la suite qui sont un tout petit peu plus élaborés. Et donc du coup, la première chose à faire, c'est de s'entraîner à imaginer un mouvement qu'on va choisir de sa séquence ou du quotidien de différentes manières. Donc en visuel, en kinesthésique, en auditif, en tactile. On pourrait même mettre de l'olfactif pour rajouter le contexte. Et en fait, être capable volontairement dans cet exercice-là de cibler vraiment que cette dimension sensorielle. C'est quasiment impossible à faire. Hein. Si je te demande de ressentir ton mouvement, tu vas avoir des images avec. Donc c'est très dur en fait de se priver. Donc l'idée c'est qu'on va très vite se rendre compte que c'est pas possible, mais c'est de donner vraiment le plus d'importance possible à chaque modalité sensorielle les unes après les autres. Et en fait en faisant ça, tu vas découvrir ce qui est facile ou difficile pour toi et même en faisant cet exercice 2-3 fois, tu vas déjà développer ta capacité, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu vas avoir beaucoup plus de choses à l'esprit, un peu comme si tu avais rempli des vases avec plein d'informations dedans, et tu n'auras plus qu'à piocher dedans et tu auras une meilleure représentation mentale de ton geste. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le schéma corporel ou pas du tout? Alors, le schéma corporel, il serait vraiment dans l'imagerie kinesthésique, c'est-à-dire vraiment, enfin principalement. D'ailleurs, l'imagerie kinesthésique serait plutôt proprioceptive, qu'il faudrait dire, mais sens de la position, sens du mouvement, voilà, c'est ce qui te permettrait de vraiment connaître le corps. Mais rien qu'en visuel, par exemple, tu peux te visualiser de l'intérieur ou de l'extérieur. Tu peux te voir comme si tu étais en train de filmer, de regarder quelqu'un d'autre, une caméra qui te filme, et tu peux te voir en vision embarquée. Tu as la GoPro au niveau des yeux et tu te vois ce que tes yeux voient normalement quand tu fais le mouvement. Déjà, jongler de l'une à l'autre, c'est pas évident. Et ça, c'est une extension possible, c'est que ce principe qu'on va appeler l'association et la dissociation, associer, c'est je suis une vue embarquée, et souvent on rajoute les sensations qui vont avec, et dissocier, c'est je me vois d'extérieur, là je suis plutôt visuel. Et en fait, cette distinction-là, elle est super importante. Moi, c'est un des premiers trucs que je propose de développer, parce que derrière, on l'utilise tout le temps. Et on va l'utiliser pour plein de choses différentes. Dans la découverte, faut arriver à jongler entre l'une et l'autre. Il faut être capable d'utiliser les deux et de développer les deux, parce qu'il y a plein de protocoles qui vont te permettre de passer de l'un à l'autre. Tout à l'heure, on parlait de la correction gestuelle. Typiquement, quand tu veux corriger un geste, le fait d'être capable de te voir de l'extérieur pour visualiser l'élément corrigé, et ensuite de rentrer dedans pour t'imprégner de cet élément-là, puis de ressortir pour contrôler, puis d'y retourner pour t'imprégner, cet effort-là, il change tout. Alors que si tu te contentes d'imaginer ton geste corrigé et que derrière tu le fais, c'est déjà bien,
mais c'est pas suffisant. Ouais. Le fait de faire ces allers-retours-là, ça change tout. C'est impressionnant. Et donc, du coup, il faut développer ces deux capacités-là. Donc ça, c'est important de s'entraîner à le faire parce que c'est pas si simple que ça. Est-ce qu'on s'entraîne à le faire avant chaque séance, pendant chaque séance, après chaque séance? Alors, tu peux le faire en dehors des séances, dans un premier temps. Simplement, voilà, tu essayes d'imaginer ce que tu es capable de le faire. Si tu as du mal à le faire, tu peux utiliser de la vidéo. Pour regarder la vidéo, t'amorcer, ok, je me regarde, et tout de suite derrière, j'imagine ce que je viens de regarder. Parfois même, tu peux laisser le film défiler, puis tu fermes les yeux, puis tu les rouvres si tu as besoin. Ça, tu vois, tu peux utiliser ce feedback-là. Et après, cette association-dissociation, quand tu le développes ces deux capacités, tu vas l'utiliser pour autre chose. Pour de la technique, c'est exactement ce que je te disais. Tu sors pour contrôler, tu rentres pour t'imprégner. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça te permet parfois de se dire, ok, tiens, aujourd'hui, je vais me voir de l'extérieur sur le mouvement là, et je vais vraiment faire attention de l'extérieur aux amplitudes que je mets. Et donc, tu fais le souci d'avoir toute la chaîne musculaire qui travaille, toute l'amplitude du mouvement, de ne pas être en chaîne courte, etc. Et puis, quand tu vas t'associer, tu vas dire, OK, bah maintenant, je vais plutôt être cerveau-muscle connecté, focus sur la contraction musculaire. Donc, je vais me voir de l'intérieur, je vais voir la barre monter, par exemple, et je vais vraiment rajouter par-dessus toutes les sensations, les contractions, les étirements, tout ce qui me permet de stabiliser la barre, etc. Et là, je vais vraiment me focaliser là-dessus. Et tu essayes d'avoir le même mouvement, mais avec les deux aspects. Et ça va faciliter quand tu auras besoin de sortir ou rentrer. Ça va être hyper utile. Donc, extérieur pour contrôler, intérieur pour s'imprégner. Exactement. C'est ça. C'est un bon moyen de pouvoir Et tu vas retrouver cet aspect-là sur le côté individuel ou personne. C'est-à-dire que quand tu es dans un contexte où les choses sont désagréables, bah, te dépersonnaliser, te dissocier de ton propre corps, te voir de l'extérieur, bah, tu coupes le rapport au corps la plupart du temps. Donc, tu coupes l'affect. D'ailleurs, ils font des doubles dissociations la plupart du temps pour travailler sur les phobies, par exemple. Tu sors d'une première fois, puis tu sors une deuxième fois, tu te regardes en train de te regarder. En fait, plus tu te dépersonnalises, plus tu coupes ton rapport au corps, moins tu as de sensations, donc moins tu as d'émotions. Et donc, tu peux voir de l'extérieur un truc qui t'affecte, mais en fait, tu es spectateur ou spectatrice de ça, et ça te fait plus rien, en simplifiant un peu. Donc, te dissocier, c'est apprendre à te couper d'une emprise affective que la chose peut avoir sur toi. Et t'associer, c'est au contraire te griser, t'imprégner complètement et tu prends vraiment la vague, tu vois, tu l'as vraiment de plein fouet. Et donc, tu peux très bien t'éduquer, je dis pas qu'il faut le faire systématiquement, mais à t'associer aux choses hyper positives. Là, tu s'associes, c'est un peu comme si tu avais la vague qui montait, tu t'imprègnes, tu l'ancres dans toutes les ressources, toutes les cellules musculaires, toutes les cellules de ton corps. Et puis quand tu vis un truc désagréable, hop, tu te dissocies, tu coupes, tu vois, je prends de la distance. Et ça, soit tu peux t'entraîner à te conditionner à ça, soit même en temps réel, tu peux carrément faire ça. Alors c'est symbolique, parce que quand tu vis une chose, tu la vis. Mais quand tu es en train de vivre un truc, que tu sens que ça part en vrille, que ça désembrouille, etc. Oh, voilà, je me dissocie, je prends du recul, je vois ça de l'extérieur, tout de suite, t'es moins touché, en fait, t'es moins affecté. Et donc, tu vois, ça, c'est un exercice qui est très simple au départ. Tu apprends juste à te voir de l'intérieur, et souvent, tu rajoutes les sensations, et à te voir de l'extérieur. Et après, ça, tu vas le réinvestir dans de la technique sportive, tu vas le réinvestir dans des scénarios, dans de la tactique, tu vas le réinvestir dans la gestion des émotions. C'est des trucs que tu vas utiliser après pour plein d'autres trucs un peu plus élaborés, mais qui te permettront d'être plus performant. C'est très concret, c'est parfait ça pour pouvoir envisager un petit peu mieux ces séances d'entraînement. Est-ce que ça vaut le coup d'imaginer En fait, je ne sais plus quel terme utiliser à cause de toi. Est-ce que ça vaut le coup d'imager ou d'imaginer son prochain entraînement? Donc, je vais m'entraîner ce soir. J'ai une demi-heure de métro avant d'aller à la salle. Est-ce que ça vaut le coup d'imaginer ma séance d'imaginer ma séance? En fait, regarde, on pourrait même se faire une chronologie où, à quel moment tu peux l'utiliser. En fait, tu peux l'utiliser tout le temps. Tu pourrais l'utiliser avant. Comme par exemple, je suis dans le métro, je suis dans le bus, ou même en voiture, mais tu es en train de faire autre chose. Il y a une partie qui se connecte et qui est en train de se projeter sur ce que tu vas faire. Et ça, c'est de l'imagerie, je vais appeler ça de l'imagerie de conditionnement. C'est-à-dire que tu vas définir, tu vas visualiser de manière réussie, toujours, ce qui va se passer, comment tu vas le faire, le fait d'avoir de bonnes sensations, le fait d'être efficace, le fait de passer un cap sur le type d'effort que tu es en train de faire, etc. Et donc, en fait, tu vas te projeter pour te conditionner un petit peu, et quand tu vas arriver, c'est un peu comme si ça allait couler de manière un petit peu plus fluide. Après, tu pourrais imaginer, alors je ne serai pas exhaustif, mais tu arrives et juste avant l'effort, tu peux mettre en place de l'imagerie de pré-performance, des petites routines de pré-performance. Et juste avant ta série, par exemple, tu te mets dans des conditions. Et tiens, je te prendrai un exemple, et puis on a même une étude chez CrossFitter, je t'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a justement fait ça, où on a montré un truc qu'on sait sur le terrain depuis longtemps, mais qui n'a jamais été démontré. Et donc là, par exemple, tu dis, OK, juste avant d'y aller, je vais me faire vraiment un travail d'une imagerie de détermination, d'activation ou de confiance pour vraiment me mettre dans de bonnes conditions. Boum. Et là, tu pars, tu fais ton truc. Et puis, une fois que tu as fini ça, on retourne sur ce qu'on disait tout à l'heure. Juste après, tiens, tu t'imagines ce que tu viens de faire, ou tu t'imagines un autre mouvement, où tu transfères la contraction musculaire. Donc, tu vois, il y a plein de moments comme ça où tu pourrais, alors, on va pas le faire tout ça en même temps, mais tu pourrais introduire plein d'éléments comme ça à différents moments de ton entraînement,
à toi de choisir ou de sélectionner ce que tu as envie de faire. Sur de la fin d'entraînement, tu pourrais faire du transfert sur une autre situation comme ma rameuse tout à l'heure. Tu pourrais dire, ah non, à la place, à la fin, je vais juste revivre mentalement un truc qui a bien fonctionné. Ah ouais. Voilà, et je vais m'imprégner de ce qui a bien fonctionné, un peu comme si je voulais l'installer, tu vois, ancrer vraiment la ressource, ma conscientisation que je suis capable de le faire, ma projection sur le fait de pouvoir le refaire, etc. Tu peux aussi imaginer ce qui va arriver par la suite. Tu peux imaginer une compète. Tu peux imaginer un posing sur les bodybuilders. Tu peux imaginer une compète de powerlifting sur les compétiteurs. Enfin, voilà, tu peux te projeter en fait sur une sorte de futurisation. En te mettant en situation et en commençant à alimenter le cerveau. Donc en fait, il y a plein de trucs à différents moments que tu vas pouvoir placer et qui vont répondre soit du travail technique, soit du travail sur l'individu, soit de la confiance, soit aux émotions. Mais en fait, tu peux en faire tout le temps, pratiquement. Et c'est ça qui est hyper riche et hyper intéressant. Alors, il y a des activités où tu vas sélectionner ce que tu vas faire, ça va être une dimension, puis d'autres où tu vas jongler, tu vas faire un peu plus de trucs au même moment. Et ça marche bien, ça. Et donc, avant que j'oublie, pour le CrossFit? Ouais, pour le CrossFit. Mais par exemple, sur la routine, là, juste avant l'effort, on disait tout à l'heure, il faut surtout pas mettre du mental. Donc, typiquement, on se dit, normalement, faut éviter de mettre de la technique. Si je schématise à l'extrême, mais si je commence à imaginer, je fais un mouvement d'arraché, mettons, et je commence à imaginer, je vais dire n'importe quoi, parce que je suis pas expert du mouvement, mais c'est à telle amplitude que je vais commencer mon passage sous la barre, que je vais me jeter sous la barre, puis c'est à cette flexion du coude qu'il faudra que je pense. Commence à décortiquer juste avant de faire le mouvement. La barre, tu te la mets sur la tronche, en exagérant. Par contre, si tu es dans une visualisation de réussite, tu te vois réussir, mais pas comment je vais réussir, donc plutôt de la réussite en termes de confiance ou de gestion de l'anxiété, ça te met dans une bonne disposition et boum, le truc qui vient, ce mouvement flash, etc. Donc en fait, en fonction de ce que tu vas faire, il faut éviter de mettre de la technique, généralement. D'ailleurs, quand on donne des consignes, c'est pas à ce moment-là de donner des consignes techniques, tu vas donner des consignes de réalisation, d'efficacité. Donc du coup, moi je le fais tester aux étudiants, ça, dans un TD en fait, où ils sont en salle de muscu, on fait plein de petits trucs, et un des exercices, c'est de dire, ok, tu vas me tester avant du lourd, avant du léger, tu vas me tester différents types d'imagerie. Et tu regardes juste si ça t'aide pas, si ça te perturbe, tu te fais ton idée. Globalement, il y a des tendances. De temps en temps, on a des cas de manière un peu particuliers, mais je leur dis, ok, si tu fais une imagerie de confiance, donc tu t'imagines réussir la barre, 50% et 90% de ton RM. Ensuite, tu fais l'imagerie de détermination, d'activation physiologique. Tu t'imagines par exemple des montées de genoux, des accélérations, quelque chose qui va élever la fréquence cardiaque. Et tu fais avant ta barre à 50 et ta barre à 90%. Et après, tu me fais une imagerie technique. Là, tu décortiques la technique, tu vas vraiment t'attarder sur ce que tu vas faire, etc. Avant 50%, avant 90%. Globalement, ce qu'on va ressentir, c'est que avant les barres légères, la confiance, il n'y en a pas vraiment besoin, 50%, c'est pas important. L'activation physiologique, il n'y en a pas vraiment besoin non plus. La technique, ça pourrait être intéressant parce que ça permet de bien maîtriser, bien décortiquer, bien contrôler. Avant la barre lourde, c'est l'inverse. Avant la barre lourde, si tu fais de la technique, c'est catastrophique. Et par contre, si tu mets de l'activation ou de la confiance, alors généralement on met les deux en même temps, ça peut te mettre dans de bonnes dispositions. Donc je leur fais expérimenter ça. Et donc on en arrive à une consigne qui est, ne mettez pas de technique juste avant l'effort. Mais ça, moi j'ai pas trouvé beaucoup d'études qui ont montré ça. On s'est amusé à le faire avec des crossfitters, et pareil, ça modifie. Alors on l'a fait je crois que c'était sur un arraché. Je me souviens plus, j'ai un trou, tu vois, parce qu'on n'a pas encore. Enfin, on est en train de traiter les données, mais la trajectoire de la barre est modifiée. Donc la trajectoire de la barre est moins efficiente, donc tu perds plus d'énergie, donc tu es moins performant. Tu es dans de moins bonnes dispositions, ça te met le petit grain de sable dans la machine, donc du coup tu mets. Donc technique à proscrire. Par contre, juste avant l'effort, confiance, détermination, ça marche à mort. Tes élèves en TD, ça va être génial. Ils aiment bien quand on fait de la pratique. Moi, quand on fait de la théorie, mais ils me disent, mais là, le TD qu'on a fait, on peut pas en refaire un autre, ou un deuxième, ou un troisième, comme ça, c'est plus simple. Je me mets à leur place, c'est vraiment. Mais n'empêche, sans rire, ça fait quelques années. De plus en plus, j'essaye de mettre de la pratique, même sur des choses simples. Tu vois, l'exercice d'association, dissociation dont on parlait tout à l'heure, je leur fais expérimenter, je leur fais vivre, teste sur quelque chose d'agréable, teste sur quelque chose de désagréable, rends-toi compte de ce que ça fait quand tu coupes le rapport au corps ou non, et ils adorent. Ils adorent, et c'est vrai que donc dans tous les TD, j'essaye d'en mettre un petit peu, et puis je me mets au moins 2 TD où on fait que ça. Pendant 1h30, on fait que de la pratique pour pas que ça reste de la connaissance. Ça donne quand même envie. Est-ce que tout ça, tu l'as développé dans ton dernier livre? Je crois qu'il est sorti il y a quelques mois, c'est ça? Ouais, il est sorti en octobre. Alors j'ai tout mis dedans. C'était pas l'objectif au début, parce que j'en ai déjà fait un où j'avais un peu vulgarisé, j'étais un peu moins rentré dans le détail. Et puis là, du coup, en discutant avec l'éditeur, il me dit si, mais on pourrait parler de ça. Je fais ok, bon, en fait, tout coup. Et donc je me suis pris au jeu, et j'ai vraiment tout mis dedans. Donc que ce soit les fondamentaux, que ce soit les domaines d'application, sur comment faire, avec des exemples, des séances, des exercices, le développement, les justifications. Donc, en fait, il s'adresse aussi bien aux praticiens qui vont venir chercher des éléments concrets
de mise en place qu'aux scientifiques, parce qu'il y a énormément de références et de liens avec les travaux et d'explications, de justifications. Donc ouais, j'ai essayé de faire vraiment si je le lisais, je me suis dit, j'aimerais avoir l'outil où en fait, il y a tout dedans. C'est-à-dire qu'on fait vraiment le tour complet de la question et je l'ai vraiment écrit en me disant, moi, j'aimerais avoir un outil de ce type-là où on a vraiment toutes les explications, mais en même temps les clés, des consignes, les règles, des exemples qu'on peut réajuster ou diversifier après. Mais oui, aussi bien du concret que d'explications. C'est pas que pour les scientifiques, c'est pas que pour les pratiquants. Voilà, c'est pour vraiment viser les deux et aller un peu dans ce dialogue entre ces deux mondes. Ouais, c'est vraiment l'objectif. Ouais. Et ben pour tous ceux qui voudront en savoir un petit peu plus, on laissera le lien dans la description. Avec plaisir. C'était vraiment une discussion hyper enrichissante. Mais c'est vrai que pour le coup, on peut en discuter encore 4 heures. Ah ouais, non, on peut partir. En plus, moi, je parle. Hein, j'aime bien ça. Donc, on peut en parler vraiment longtemps. Mais je sais, ouais, c'est hyper je sais pas, ça fait combien de temps qu'on enregistre, mais ouais, c'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Un grand merci à toi. J'étais ravi. C'était un plaisir. J'ai appris beaucoup de choses et je suis sûr que toutes les personnes qui ont regardé et qui écouteront pourront se mettre à ma place. Ça lève beaucoup beaucoup d'ombre sur certains sujets, sur certaines questions qu'on se pose. Donc c'était vraiment top. Big up, n'hésitez pas dans les commentaires. J'essaierai de venir voir, voilà, s'il y a des questionnements, des choses, de répondre aussi, de contribuer pour que le top, c'est si ça a éveillé des sensibilités chez les personnes et que ça questionne, on a gagné. Ils vont le dire dans les commentaires. Voilà. Ils vont le dire dans les commentaires. Et au-delà de ton livre, on peut te retrouver quelque part, suivre tes travaux. Ouais. Alors, on me retrouve sur les réseaux, Facebook, Insta et LinkedIn aussi, où je partage. J'essaye de partager de la vulgarisation, des éléments importants et ce que ça amène d'un point de vue concret, des articles scientifiques. Voilà, c'est pas de la théorie que j'essaye de développer, mais que j'essaye de mettre des choses accessibles, voilà, qui parlent à un grand maximum. Donc, avec mon nom, Aymeric Guillot, on me retrouve assez facilement. De toute façon, on laisse les liens automatiquement. Ils ont qu'à cliquer. C'est encore plus simple que ça. Avec grand plaisir. Que ce soit sur YouTube ou Spotify, vous avez juste un petit lien dans la description. Et puis, encore un grand merci, Aymeric. Merci à toi. Et j'espère plaisir. Avec plaisir. Bye. Merci à tous d'avoir visionné cet épisode complet avec Aymeric. Je vous laisse l'épisode que j'ai enregistré avec Olivier. Olivier et Aymeric se connaissent très bien. On y parle de préparation physique avec Olivier. C'est passionnant comme épisode. D'ailleurs, il vous a beaucoup plu. Donc, n'hésitez pas à aller le voir si jamais vous n'avez pas encore visionné.